ici Satou. Quand je pense aux épaves, j'imagine souvent un voilier rempli de trésors, coulé dans les Caraïbes pendant l'âge d'or des grandes explorations. J'ai toujours trouvé l'image d'un navire à moitié enfoui au fond de l'océan assez romantique. Soyez en vie, mes amis. Le grand capitaine Ariza prend la mer. Vêtus de leurs plus beaux atours de pirates, Ariza et ses compagnons posaient au mât. Les yeux d'Ariza brillaient, même si l'un d'eux était caché par un cache-œil, et ses cheveux lilas flottaient sous son chapeau de pirate. C'était un costume de pirate assez rétro, avec une veste à manches longues, un pantalon blanc, un chemisier bouffant et même une rapière à la ceinture. Je m'attendais plutôt à un cosplay de « roi pirate », mais je crois que je me suis trompé sur ses goûts. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tama, avec ses cheveux blancs, sa queue et ses oreilles de félin, et Pochi, avec sa coupe courte brune et ses oreilles et sa queue de chien assortie, sautèrent toutes deux avec empressement en réponse à la déclaration d'Ariza. Elles étaient vêtues comme des laquais pirates, vêtues de chemises rayées à manches courtes et de pantalons trois quarts. Toutes deux étaient équipées d'épées courtes de pirates, même si, comme celle d'Ariza, il s'agissait de répliques ternes destinées uniquement au déguisement. Elles portaient toutes deux des cache-œils, mais si celui d'Ariza était réaliste, ceux de Tama et de Pochi avaient respectivement la forme mignonne d'une tête de chat et d'une tête de chien. Maître, je vous ai apporté à boire. Une voix apaisante annonça le retour de Lulu. Ses beaux cheveux noirs et ses yeux pouvaient couler une flotte entière, sans parler d'un seul navire. Sa tenue estivale et lumineuse de servante allait à merveille avec ses cheveux lisses et raides. Et Lulu n'était pas la seule à avoir émergé sur le pont. Maître, nous avons aussi apporté des encas, je vous informe. Nana, une blonde plantureuse, portait un panier rempli de chips à la main, les yeux pétillants malgré son air habituellement inexpressif. Depuis qu'elle avait acquis de nouvelles fonctions au village elfique, sa taille de bonnet semblait également avoir augmenté. Résultat, elle portait désormais un bonnet F, bien qu'elle n'ait pas encore 1 an. Je savais que c'était un homoncule artificiel, mais j'étais tout de même surprise de trouver une option pour la taille de poitrine dans le menu du bac de culture. J'imaginais qu'une croissance aussi soudaine serait probablement gênante pour elle, alors je m'étais retenue et avais choisi la plus petite augmentation possible. Je place la table ici, maître? Oui, c'est parfait. Merci, Lisa. La rousse Lisa, de la tribu des écailles oranges, sortit une table imposante du grand pack fée. Hormis les écailles oranges sur son cou et ses membres et sa queue reptilienne, elle ressemblait à une humaine ordinaire. Satou, Mia, qui se tenait sur le pont d'observation, contemplant le port avec mélancolie, sauta vers moi, les bras écartés, tandis que je me tenais à la barre. Ses couettes bleu pâle flottaient au vent, dévoilant ses oreilles d'elfe légèrement pointues. Je la pris doucement dans mes bras. Fais attention, Mia, tu aurais pu te blesser. Fais-moi confiance. Elle entoura mon cou de ses bras, me caressant le visage comme un chat. Derrière elle, les nageoires, des sirènes, en fait, avaient déjà disparu. On ne voyait que l'arbre-monde, s'étendant dans l'espace. Éradiquer les méduses là-haut avec Ahaz, le haut elfe, me semblait déjà lointain. Je me souvenais des 3 mois environ que nous avions passés dans la cabane après avoir ramené Mia dans la forêt de Bolénan. La chasse en forêt, les matchs de shogi, les bains publics, les soirées curry. Nous y avons créé tant de souvenirs merveilleux. Mais maintenant, nous avions quitté la forêt de Bolénan pour rejoindre Labyrinth City par la mer. Un cri d'Ariza interrompit mes doux souvenirs. Excusez-moi, Mia, qu'est-ce que vous faites? Ariza se précipita vers nous, nous pointant du doigt d'un air accusateur. Coupable? Coupable, monsieur. Tama et Pochi échangèrent un regard, imitant la décision habituelle de Mia, puis coururent vers nous après Ariza. Contrairement à Ariza, qui semblait furieuse, Tama et Pochi semblaient s'amuser. Tu es bien trop collante. Épouse. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Ariza tenta d'éloigner Mia de moi. Le mot « épouse » de Mia faisait référence au fait que je lui avais fait un bisou sur le front, ignorant qu'il s'agissait d'une coutume elfique de fiançailles. Comme je n'avais pas réalisé ce que je faisais, c'était nul et non avenu, mais Mia refusait de l'accepter. Je me doutais qu'elle abandonnerait bien assez tôt, alors j'avais décidé de ne pas la gronder pour son histoire d'épouse. Oublie tes histoires de front. Je l'ai embrassée sur la bouche. Satou. Mia fronça les sourcils. Ariza faisait probablement référence à cette première nuit après notre rencontre, quand elle s'était faufilée dans ma chambre et m'avait agressée. Embrasse-moi. Mia pinça les lèvres et pencha son visage vers le mien. Désolée, mais les petites filles ne m'intéressent pas. Bisous, moi, monsieur. Et, vous deux, arrêtez. Imitant Mia, Tama et Pochi grimpèrent sur le dos d'Ariza pour me faire pleuvoir des baisers sur le front et les joues. Les protestations d'Ariza, qui se servait de leur marchepied, tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Les imitant à son tour, Mia cessa d'attendre et s'approcha pour m'embrasser elle-même. Attirée par la foule plus jeune, même Nana et Lulu s'approchèrent de moi. Maître,
Un baiser pour affirmer votre affection, je vous prie. Alors j'en veux un aussi, s'il vous plaît. Le visage inexpressif de Nana frappa le mien, tandis que les joues de Lulu virèrent au rouge vif lorsqu'elle déposa un rapide baiser sur ma joue, près de mes lèvres. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas voyagé sans compagnie, alors elles étaient probablement un peu surexcitées. Toujours sérieuse, Lisa se tenait au garde à vous non loin de là, mais on aurait dit qu'elle voulait se joindre à nous. Lisa, je me sentais mal qu'elle soit la seule à être laissée de côté, alors je l'ai appelée et j'ai pointé ma joue du doigt. T'es très bien, si vous voulez bien excuser mon insolence. Lisa semblait anormalement nerveuse en se penchant pour m'embrasser la joue, ses oreilles devenant rouge vif. Je supposais que le petit coup de langue chatouilleux sur mon lobe d'oreille en se retirant était une coutume de la tribu des écailles d'orange. Tous les membres de notre petit groupe avaient bien grandi pendant notre séjour dans la forêt de Bolénan. Depuis leur entraînement auprès de nos maîtres elfes, leurs aptitudes au combat avaient progressé, tout comme leur niveau, qui atteignait tout 20. S'il avait été de simples chevaliers, ils auraient probablement été assez forts pour être chefs d'escouade ou commandants. Les membres du groupe d'avant-garde avaient tous appris des compétences comme détournement et renforcement corporel, ils étaient donc plus forts et plus polyvalents que dans l'ancienne capitale. Malheureusement, Lisa était toujours la seule à avoir appris l'âme enchantée. Mais comme c'était une compétence rare que même de nombreux chevaliers de niveau 30 ou plus ne pouvaient utiliser, ce n'était la faute de personne. Quant à l'arrière-garde, Lulu apprit la compétence autodéfense, et bien qu'Arisa et Mia n'aient pas acquis de nouvelles compétences, leur magie semblait suffisamment puissante pour éliminer les voyous des rues sans sourciller. Mia apprit de la nouvelle magie spirituelle, et Arisa acquit un nouveau livre de sorts de magie spatiale. Les capacités de base de Nana avaient atteint le niveau de magie pratique intermédiaire, mais comme elle n'avait pas gagné de puissance magique supplémentaire, cela dépendrait de sa progression future. J'ai moi-même appris quelques techniques secrètes auprès des elfes, ce qui me permettait désormais de forger des métaux très performants, comme le mithril, aussi appelé argent des fées, le minerai écarlate, un métal très solide et résistant à la chaleur, l'acier véritable, dont la densité pouvait être ajustée par magie, le rendant potentiellement plus dur que le diamant, l'argent véritable, très propice à la magie et idéal pour les baguettes, les bâtons ou les outils magiques, et l'or des dieux, un métal précieux et polyvalent. Bien sûr, créer ces alliages magiques nécessitait une grande puissance magique, ainsi que de la pierre d'arbre sacré, une substance précieuse aussi connue sous le nom de pierre philosophale. Une petite quantité de pierre d'arbre sacré suffisait à produire une quantité relativement importante de métal. Cependant, comme seuls les elfes et moi disposions de suffisamment de pierre d'arbre sacré pour fabriquer de telles choses en grande quantité, je ne pouvais pas vraiment l'utiliser pour notre équipement et nos armures habituelles, à moins de vouloir faire une scène. Alors, maître, combien de temps faudra-t-il pour arriver à la cité du labyrinthe? Bonne question. Arisa et les autres étaient tout sourire, peut-être à cause de la fête d'amour de tout à l'heure. Arisa m'a dit qu'elle avait suffisamment refait sa réserve de maestrium. Le golem de proue à l'avant du navire, appelé épouvantail, s'occupait de la barre et des voiles, nous avions donc étendu une couverture sur le pont pour nous détendre. Il était également possible de diriger le navire manuellement, mais il semblait plus simple et plus sûr de laisser le golem s'en occuper. Au fait, au lieu de la statue de femme habituelle, notre figure de proue avait la forme d'un pingouin, conformément à la demande insistante de Mia. Il faudrait probablement un mois à un navire normal, répondis-je en consultant la carte. Hormis les dirigeables, à une vitesse de 8 à 16 km à l'heure, il serait préférable de supposer qu'il faudrait près d'un mois pour y arriver. Mais ce ne serait le cas que s'il s'agissait d'un navire normal. Maître, la couleur de la mer est différente devant, je vous signale. Cria Nana depuis la proue. Effectivement, une ligne en arc de cercle séparait cette partie de l'océan d'une section de couleurs différentes. D'après la carte, c'était la fin de la forêt de Bolénan. Le ciel aussi? C'est vrai, monsieur. Tama et Pochi, qui couraient autour du mât plus tôt, étaient montés à un moment donné et se trouvaient maintenant dans la zone d'observation. Ils voulaient probablement simplement essayer de grimper à l'échelle de corde depuis le pont. C'est vrai, je me demande pourquoi, observant l'eau depuis la zone entre le mât de misaine et le grand mât, Arisa et Lulu semblaient nerveuses. Ne vous inquiétez pas, on entre en pleine mer. Sur ce, j'activai la fonction anti-monstre du navire. Un cercle magique de lumière bleue entourait le navire, tel une pierre sacrée. C'était assez clinquant, mais il y avait aussi un mode furtif qui n'émettait pas de lumière, au cas où nous croiserions des villages ou naviguerions avec d'autres navires. Le mode furtif réduisait également de moitié la portée de l'effet, donc nous ne l'utilisions généralement pas. C'est très joli, Lulu et les autres contemplèrent la lumière avec admiration. Finalement, le navire atteignit la ligne où la couleur de la mer changeait. Barrière. Je fis un signe de tête à Mia et demandai à tout le monde de se rassembler. Tout le monde, sauf les 2 personnes à l'affût,
se pressa près de la barre, où se trouvaient des sièges sécurisés avec ceinture de sécurité. Maître, regardez, Nana me saisit par l'épaule et me désigna devant nous. Alors que le navire approchait de la ligne, la barrière au-dessus de l'eau s'ouvrit comme une porte. Bien sûr, elle était transparente, on ne pouvait donc la voir que faiblement grâce à la lumière bleue du navire. Maître, l'océan de l'autre côté semble agité, je vous le signale. Les elfes m'ont dit qu'ils maintiennent délibérément des courants forts ici pour protéger la forêt de Bolénan. Notre navire fut ballotté par des vagues déchaînées, d'une force même pour l'océan. Une fois la barrière franchie, elle se referma silencieusement derrière nous. D'après la carte, cette zone était appelée l'océan perdu des fées. Toujours aussi calme? Je crois que toute vitesse serait plus exacte, je me trompe. Tama avait seulement marmonné la phrase en se balançant les jambes au bord du poste de surveillance, mais Nana l'entendit à travers le tube acoustique. Comme le système de communication de ce navire utilisait des pierres à vent, les voix étaient très distinctes. D'ailleurs, ce navire n'avait ni rame ni hélice pour avancer, toute vitesse. Ouah, youpi, on tremble tellement, monsieur. On va tomber dans l'océan, monsieur. Ne bougez pas, vous deux. C'est dangereux. Le haut du mât oscillait, ce qui a plongé Pochi dans la panique, ce qui a également plongé Lisa. Le contraste était saisissant avec Tama, qui suivait le courant comme d'habitude. Pochi et Tama avaient des lignes de vie autour de la taille, et au pire, je pouvais toujours les rattraper avec la main magique, mais Lisa et Pochi étaient trop alarmés pour s'en rendre compte. Lulu et Mia étaient pâles en s'accrochant à moi. Arisa, accrochée à la rampe devant les sièges, n'avait pas l'air ravie non plus. On n'aurait peut-être pas dû tenter de naviguer sur l'océan avec un si petit bateau? Ça ira. Le navire était un petit galion d'une centaine de tonnes de déplacement, mais il possédait toutes sortes de petits trucs astucieux qui rendraient la navigation facile, même dans les eaux les plus tumultueuses. D'après les elfes, ces courants violents ne devraient pas durer longtemps. De plus, une partie du pont s'est ouverte. Il y a une fenêtre sur le côté, aussi? Le couvercle s'ouvrit dans un claquement régulier, suivi du ronronnement d'un moteur. Une sensation d'apesanteur nous enveloppa, atténuant le balancement des vagues. Juste au moment où cette sensation disparaissait complètement, Pochi, les yeux larmoyants, descendit l'échelle de corde depuis le poste de guet. Tama le suivit, et ensemble, ils atterrirent sur le pont. Il flotte. Maître, le navire flotte dans le ciel, je vous rapporte. Attendez, quoi? Le ciel? Arisa exprima sa surprise et courut se pencher par-dessus bord. Les autres enfants l'imitèrent, détachèrent leurs ceintures et se dispersèrent sur le pont. On volit, oui, notre vaisseau était un vaisseau volant équipé d'un moteur à puissance céleste intégré. Un brin suffisant, j'ai expliqué son fonctionnement à mes compagnons déconcertés. Tout ce qu'ils comprenaient, c'est que, ce vaisseau possède un appareil magique vraiment incroyable, mais ils étaient tous ravis qu'il ne tente plus, alors ça me suffisait. Bien sûr, être dans les airs signifiait aussi que nous n'aurions pas à subir la résistance de l'eau, donc nous avancerions à au moins 16 km à l'heure avec un vent normal. Avec la magie du vent, nous pourrions atteindre une vitesse de croisière de près de 70 km à l'heure. En fait, avec un sort de voile en forme de larme, nous pourrions probablement atteindre 60. C'était peut-être lent pour un avion sur Terre, mais sachant que le destroyer Shimakase était réputé pour sa vitesse de 65 km à l'heure, je dirais que c'était assez impressionnant pour un vaisseau comme le nôtre. On va aller plus haut? On peut voler jusqu'à 60 mètres au-dessus de l'eau. Ce moteur à réaction avait une puissance assez faible, ce qui empêchait le vaisseau de se déplacer aussi librement qu'un avion. Allez comprendre. Attendez, vous ne l'avez pas équipé d'un réacteur, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Cela me fit sourire. Après tout, c'était censé être un voilier. Il restait encore beaucoup d'espace libre, et le navire était équipé d'un support standard pouvant théoriquement accueillir un gros moteur de dirigeable alimenté par de la pierre d'arbre sacrée ou un réacteur. Je pouvais donc facilement fabriquer un appareil magique de ce genre avec les réserves que j'avais. Cependant, je voulais avant tout donner l'impression d'un vrai voilier. J'aimais l'image des voiles captant le vent pour propulser le navire, qu'il s'agisse de vent réel ou de magie du vent. Alors que j'en discutais avec Arisa, Lisa lança un avertissement depuis l'avant. Maître, on dirait que le brouillard s'installe. Ouvrant la carte, je vérifiai notre position. Il n'y avait ni obstacle ni monstre devant, donc une légère perte de visibilité ne devrait pas être un problème. Quelque chose clochait à cet instant. Miaou? Tama, assise à la proue, les jambes ballantes, sembla ressentir la même chose. Regardant à travers les ouvertures de la voile, je vis ses oreilles se redresser. Soudain, le brouillard se dissipa et une lumière vive nous éclaira. Les vagues se calmèrent un peu, et même la température se réchauffa sous l'effet des rayons du soleil, assez chaude, en fait. En consultant ma carte, je vis que le nom de la zone avait changé, passant de l'océan perdu des fées aux îles des dragons des mers.
Je sélectionnais « Rechercher sur toute la carte » dans le menu magique pour recueillir des informations sur cette nouvelle zone. Maître, que s'est-il passé? Ne vous inquiétez pas, la magie des elfes boléniens nous a envoyés très loin, c'est tout. C'était sans doute ce qu'il voulait dire quand il disait que la mer agitée ne durerait pas longtemps. J'expliquais la situation à Lisa et aux autres. N'ayant pas demandé de détails, ce n'était qu'une supposition, mais je pensais qu'il s'agissait du sort de l'océan vagabond, inscrit dans le livre de sorts des elfes. La forêt bolénienne était donc protégée par un sort similaire à celui de la forêt vagabonde qui dissimulait le magasin du vieux Spriggan dans l'ancienne capitale. Téléportation forcée? C'est assez dur. Sais-tu où nous sommes? Oui, ça va. On dirait que nous sommes dans les îles du Dragon des Mers, donc si on va vers le nord, on atteindra le royaume de Shiga. Après avoir expliqué cela, tout le monde parut enfin soulagé. Cette zone contournait un grand espace vide sur ma carte et était reliée au duché d'Ugosh. Il me fallait de toute façon installer d'autres plaques de saut pour le sort retour, afin que nous puissions longer les îles du Dragon des Mers vers le nord, pénétrer dans les eaux du duché d'Ugosh et filer vers l'ouest le long du continent. Les îles du Dragon des Mers étaient un archipel incurvé de près de 300 km, contenant plus d'une centaine d'îles de toutes formes et de toutes tailles. Toutes ces îles étaient inhabitées, il n'y avait donc pas un seul habitant. Il y avait cependant une multitude de monstres appelés « serpents de mer », près de 2000 au total, de niveau 30 en moyenne, le niveau 40 étant le maximum. Il y avait aussi quelques « serpents des profondeurs », de niveau supérieur à 50. Il y avait beaucoup de monstres de niveau 20 ou moins, mais ils semblaient tous vivre sur les îles ou à proximité. Il fait plutôt chaud, hein? Oui, vraiment. Maintenant qu'elles savaient que nous n'étions pas en danger, Arisa et Lulu remarquèrent immédiatement la chaleur et commencèrent à s'éventer. Et si j'améliorais un peu la ventilation, alors? J'utilisais le dispositif magique de protection qui nous protégeait du vent, le réglant pour laisser passer une certaine quantité de brise. Je l'avais déjà complètement coupé pour éviter que le vent ne fouette les cheveux de tout le monde. Quelle bonne odeur, murmura Mia. C'est rafraîchissant. Quelle brise. Arisa et Mia laissèrent la brise les rafraîchir. Salée, la brise est douce, maintenant, monsieur. Tama et Pochi se léchèrent les babines, goûtant les embruns apportés par le vent. Shorzy était probablement la version de Pochi du mot « bord de mer » qu'elle avait entendu avant notre départ. Ah oui, je devrais aussi utiliser le sort anti-UV que j'ai inventé, je crois que je l'ai appelé protection solaire, pour qu'il ne prenne pas de coups de soleil. Maître, la lumière du soleil est devenue plus douce, je vous le signale. Nana remarqua le changement et me le rapporta d'un air sérieux. Je lui expliquai donc rapidement que c'était ma magie. Lisa plissait les yeux dans la brise, mais ses yeux s'écarquillèrent et elle se tourna vers moi. Maître, on devrait peut-être prendre plus de précautions pour surveiller les alentours. J'acquiesçai à la suggestion de Lisa. Bonne idée, je vous laisse faire. Comme nous venions d'entrer dans une nouvelle zone, peut-être verrions-nous quelque chose d'intéressant. Sur l'ordre de Lisa, Tama et Pochi remontèrent l'échelle de corde jusqu'au poste de surveillance et montèrent la garde d'en haut, tandis que Lisa scrutait l'avant avec une longue vue et que Nana surveillait l'arrière du navire. Un bateau dans l'eau? Elle a raison, monsieur. Il y a un gros bateau sous l'eau, monsieur. Alors que nous avancions vers le duché d'Ugosh, Tama et Pochi nous ont interpellés depuis le poste d'observation. Un navire coulé, on sera riche. Les yeux d'Arisa se transformèrent presque en dollars tandis qu'elle se précipitait vers le bord du navire. J'ai cru qu'elle allait continuer à avancer jusqu'à l'eau. Paniquer, c'est dangereux, je vous préviens. Et même, danger. Nana et Mia tentèrent rapidement de calmer Arisa. Maître, on dirait un grand navire bleuâtre. Debout à côté de Lisa, je scrutais moi aussi l'eau. Sous la lumière étincelante du soleil qui se reflétait sur les vagues, je distinguais un énorme navire en contrebas. Sa coque était d'un bleu métallique, visible même à travers le bleu de l'eau, éclairé par la lumière. On dirait qu'il y a beaucoup de profondeur là-dessous. Il était difficile d'évaluer la distance à cause de la réfraction de la lumière à travers l'eau, alors j'ouvris ma carte pour en savoir plus. En termes de déplacement, le navire coulé était probablement 10 fois plus grand que le nôtre. Son pont supérieur avait environ 100 mètres de profondeur. Étonnamment, l'écran de réalité augmentée indiquait que la coque était en adamantite bleu, le même alliage que l'armure sacrée d'Ayato le héros. Si je l'avais trouvée avant d'aller au village elfique, j'aurais probablement été ravi. Mais maintenant que je pouvais la fabriquer moi-même, ce n'était plus qu'un précieux trésor. Le plus simple aurait été de la déposer directement dans le stockage avec ma main magique, mais l'idée d'explorer un navire coulé semblait intéressante. Heureusement, il n'y avait aucun monstre mortellement venimeux ou assez puissant pour menacer mes compagnons. Les seules sources de danger possibles étaient les créatures au venin faible, comme les rascasses et les méduses, ou les poissons mordants comme les murènes et les serpents de mer. D'accord, explorons le navire coulé. Tout le monde applaudit. Pour ne pas abîmer notre équipement dans l'eau, j'ai opté pour des combinaisons du vide plutôt que des maillots de bain.
J'aurais aimé voir des gens comme Nana et Lulu en maillot de bain, mais je devais prioriser leur sécurité. Épouvantail, active encre dimensionnelle. À mon ordre, le vaisseau s'est immobilisé dans un bruit métallique. Je ne voulais pas qu'il soit emporté par le vent pendant nos préparatifs, c'est pourquoi j'ai demandé au golem de figure de proue de s'en occuper. Encre dimensionnelle était une version simplifiée et plus efficace du sort de magie spatiale pile dimensionnelle, qui soutenait l'arbre-monde. La sexy Arisa est prête pour son gros plan. Sexy. Arisa et Mia sont sortis de la cabine, vêtus de combinaisons du vide ressemblant à des justocorps futuristes. Les combinaisons du vide étaient normalement portées avec des casques intégraux, mais comme ceux-ci flotteraient et nous empêcheraient de couler correctement, j'avais opté pour des lunettes de protection. Tellement doux, monsieur. Maître, je vous prie de bien vouloir soumettre votre évaluation. Les autres filles sortirent peu après. Vous êtes toutes superbes. Lulu semblait gênée par sa combinaison moulante. Ses joues étaient rouges vifs et elle gigotait timidement, ce qui était très mignon. Lulu, tu veux mettre ça par-dessus? Je me suis senti mal de la laisser comme ça, alors je lui ai offert un cardigan en tissu de plume d'eau utilisé par les nageoires. Merci. J'étais sûre que la poitrine de Nana était superbe dans sa combinaison aussi, mais le couple de fer, Arisa et Mia, m'a empêché de la voir. Elle l'avait forcée à porter une chemise en tissu de plume d'eau, alors malheureusement, je n'ai pas pu le constater de mes propres yeux. J'aurais aimé qu'elle me laisse au moins un aperçu avant de faire ça. Mia, une fois que tout le monde sera réuni, lance Aquawalk sur la zone. Mia hocha la tête et commença à chanter. Le sort Aquawalk était un sort de magie spirituelle qui protégeait la cible contre la pression de l'eau et lui permettait de respirer sous l'eau. Combinant des sorts de magie de l'eau comme respiration aquatique et résistance à la pression de l'eau, c'était une invention bien pratique. Alors que Mia terminait son chant, j'utilisais aussi enchantement, protection physique sur le groupe. Le drapeau flotte? Y a-t-il du vent sous l'eau, monsieur? Pendant que nous terminions nos préparatifs, Tama et Pochi contemplaient le navire couler. En y jetant un coup d'œil, je remarquais que le tissu attaché au mât ondulait doucement dans l'eau. Oups, c'était proche. J'avais oublié de vérifier le courant. Nana, peux-tu lancer lumière de mana sur cette pièce? Oui, maître. Je sortis une grosse pièce de cuivre, demandai à Nana de l'allumer avec fondation et la jetai à la mer. Au début, la pièce coula lentement, mais à mi-chemin, elle fut soudainement emportée. Alors le courant s'accélère par ici. En voyant la pièce disparaître, Arisa parut impressionnée. Si Tama et Pochi ne l'avaient pas remarqué, cela aurait pu être dangereux. On ferait mieux d'attacher des lignes de vie. Si j'avais utilisé le sort de magie pratique, main magique, pour maintenir les lignes de vie, ce serait probablement encore plus sûr, mais j'ai montré à tout le monde comment attacher des lignes de vie au cas où ils en auraient besoin en mon absence. C'est parti. Avec main magique, j'ai descendu tout le monde à l'eau. Puis je suis descendu moi-même avec Skyrunning, et ensemble, nous avons coulé. Grâce au sort de magie spirituelle de Mia, marche à quoi, nous avons pu respirer sous l'eau. L'eau de mer donnait un léger goût salé à tout, mais c'était un petit prix à payer. Le courant s'est accéléré à mi-chemin, mais comme je pouvais utiliser Skyrunning sous l'eau, ce n'était pas un problème. Nous avons continué à couler au-delà de la barre des 9 mètres, et mes oreilles ne se sont pas débouchées le moins du monde. La magie était vraiment pratique. Nous avons finalement atteint le mât, brisé en deux. J'étais un peu inquiet de ce qui pourrait bien briser un épais mât en adamantite. Maast, j'avais du mal à entendre les paroles mêlées au bruit des bulles, alors j'ai ajusté mon menu mentalement. Utilisons ce mât pour descendre sur le pont. Il n'y avait pas de corde attachée au mât, mais il y avait des rainures où semblaient avoir été fixés des tubes audio, ce qui faisait parfaitement l'affaire comme prise. Mad 3, nous y sommes, monsieur. Un par un, tout le monde descendit sur le pont du navire coulé. Le pont semblait plus propre que je ne l'avais imaginé. Peut-être que les courants rapides avaient nettoyé la saleté et le sel. Maître, j'ai trouvé un point d'entrée potentiel, je vous informe. Allons par là, alors. Nous sommes entrés par la fissure que Nana avait repérée près de l'avant du navire. C'est une coupure plutôt nette. J'étais un peu inquiet de ce qui avait pu couper la coque en adamantite aussi nettement, mais il m'est venu à l'esprit qu'une épée sacrée ou ma lame magique pouvait faire la même chose, ainsi qu'un laser hautement concentré. J'ai donc décidé de ne pas trop y penser. De toute façon, je ne serais probablement pas capable de le comprendre, alors je l'ai simplement noté dans mon onglet mémo. Il fait plus sombre que prévu. Lulu semblait nerveuse, alors je lui ai tendu une lampe de mana de poche en pierre de lumière. Tant qu'à faire, j'ai demandé à Nana d'appliquer de la lampe de mana sur la tête de chaque personne. On aurait dit les lampes frontales des équipes de recherche. Explorons d'abord la cale du navire. Oui, monsieur. En avant. Arisa conduisit les jeunes équipages plus loin dans le navire. Comme nous étions sous l'eau, j'avais donné à Tama et Pochi des harpons en épines d'oursin.
Même Lisa, qui refusait d'ordinaire d'abandonner sa lance criquet magique sous aucun prétexte, utilisait un harpon similaire pour que son arme adorée ne soit pas endommagée par l'eau de mer. Lulu, Nana et moi suivions Arisa et compagnie, et Lisa fermait la marche. Arisa, essaie de ne pas trop toucher le sol et les murs. Les sédiments vont se répandre partout. C'est un sacré défi. Tama et Pochi y parvenaient assez facilement, mais cela semblait plus difficile pour Arisa et Mia. J'utilisais le sort de magie pratique eau pure pour dégager la terre qui flottait dans le couloir. L'eau de mer s'est-elle transformée en eau douce? Tu as raison, la visibilité semble meilleure aussi. Arisa et Lisa regardèrent autour d'elles, surprises. À bien y penser, quand j'ai utilisé de l'eau pure pour préparer un bain en plein air près de la grande rivière du duché d'Ugosh, elle a cristallisé toutes les impuretés. Peut-être avait-elle éliminé le sel de l'eau de mer ainsi que les sédiments. Après avoir exploré le navire, je devrais voir si je pouvais utiliser de l'eau pure pour séparer l'eau de mer en eau douce et en eau salée. J'avais beaucoup d'eau propre et mon sac de puits en stock, donc nous ne manquerions pas d'eau potable, mais l'idée a piqué ma curiosité. Des petits poissons? D'étranges créatures aussi, monsieur. Ce sont des hippocampes? Joli. Nous avons évité les matières flottantes et les petits poissons en avançant dans le passage. Il y avait des morceaux de coque en adamantite exposés un peu partout, et par endroits, des tuyaux métalliques rouillés couraient le long des murs et du plafond. La plupart se brisaient à mi-chemin, laissant une montagne de fragments de rouille. Je n'ai rien vu en bois. Contrairement à ce que je pensais, car il semblait relativement propre de l'extérieur, ce navire avait dû couler il y a bien longtemps. Un yard? Il est brillant et doré, monsieur. Qu'est-ce que vous croyez que c'est? Un vase? Les jeunes membres de l'équipage avaient trouvé quelque chose dans un coin du couloir. Une pieuvre? La pieuvre attaque, monsieur. Aïe, n'agitez pas ce harpon. Danger. Il semblait avoir agité une pieuvre qui vivait dans le vase doré, et celle-ci en est sortie et a attaqué Pochi. Pochi, lâche le harpon et utilise ton épée courte. Ouais, Pochi était en panique, mais les instructions de Lisa la ramenèrent à la raison et elle se libéra des tentacules de la pieuvre avec son épée courte. Je t'ai eu? La pieuvre lança un nuage d'encre et tenta de s'enfuir, mais Tama la transperça de son harpon. J'utilisais le sort de magie pratique, eau pure, pour nettoyer l'encre. Après quelques incidents similaires, nous arrivâmes à la cale du navire. Le filet attaché à la ceinture de Lisa contenait alors plusieurs espèces de poissons, tandis que celui de Tama était rempli de coquillages ramassés en chemin. Pochi transportait une pieuvre roulée. Nana et Lulu étaient chargés de transporter les objets de valeur. Des pièces d'or? Plein de coquillages, monsieur. Tout comme le couloir était enseveli sous des morceaux de métal rouillé, la cale du navire regorgeait de pièces d'or rouillées et d'autres richesses. Comme l'avait dit Pochi, des coquillages ressemblant à des crêtes de coq étaient collés à de nombreuses pièces. Pourquoi colle-t-il aux pièces et non au mur ou au sol? Bonne question. Peut-être y avait-il une sorte de magie anti-crustacée, ou une rune, intégrée au vaisseau. Maître, j'ai localisé un trésor par ici, je vous informe. Il y a aussi une armurerie à l'intérieur, maître. Comme il était inutile de regarder des armures rouillées, je suis allé voir le trésor que Nana avait trouvé avant de me rendre à l'armurerie que Lisa avait découverte. Oh, regardez tout cet or, cet argent et ces perles. Tellement scintillant, s'exclamèrent Arisa et Tama avec joie. Nana avait placé des lumières de mana dans toute la pièce, qui se reflétaient sur le trésor pour créer un effet magnifique. Plus loin à l'intérieur, il y avait des œuvres d'art comme des sculptures et même des peintures. C'est trop lumineux, monsieur. Lulu rigola. C'est vraiment éblouissant, n'est-ce pas? Pochi essaya de se frotter les yeux par-dessus ses lunettes, mais Lulu l'en empêcha en la serrant dans ses bras. Les lingots d'or, les céramiques, etc. étaient une chose, mais comment ces sculptures et peintures étaient-elles restées intactes? Fixées? Murmura Mia pensivement. Elle avait raison, le trésor dans la pièce était protégé par le sort fixation. Fixation était un sort de magie pratique qui fixait les objets en les recouvrant d'une enveloppe transparente. C'était en quelque sorte un vide magique, utilisé pour protéger des objets comme des œuvres d'art et des métaux précieux. Même notre vaisseau avait été réparé dans le hangar de l'Arbre-Monde pour un stockage à long terme. Fixé? Je me demande si la source d'énergie du vaisseau fonctionne encore, alors? Arisa marmonna une remarque très intéressante. Utilisant ma compétence, vision du pouvoir magique, j'ai examiné l'air autour de nous. Il était si faible qu'il était à peine visible, mais il y avait bien de la magie qui circulait à travers les murs et le sol en adamantite. Le foyer magique à bord du vaisseau était définitivement hors service, il devait donc s'agir d'une sorte d'électricité de secours, semblable à un système de préservation magique, fournissant l'énergie. Tout le monde, rassemblez-vous. Déranger les objets briserait le sort de fixation, alors j'ai rassemblé tout le monde au même endroit pour les empêcher de trop toucher. L'argent et l'or n'étaient pas si importants, mais je ne voulais pas que l'eau de mer abîme les œuvres d'art.
Alors, ne bougez rien, d'accord? Je récupérerai tout plus tard. Maître, j'ai déjà déplacé quelque chose. Je m'excuse. Je suis désolé, monsieur. Nana et Pochi avaient déjà essayé de récupérer un trésor, brisant ainsi le sort de fixation. Juste un petit peu, ce n'est pas grave. On pourra le réparer sur le navire. Je leur ai adressé un sourire rassurant pour apaiser leurs inquiétudes. Ensuite, nous sommes allés à l'armurerie, plus au fond de la cale. Il y avait d'épaisses armes jetables de type berserker, des tonnes de petits canons magiques et une dizaine de canons plus gros sur roue. Eux aussi étaient intacts grâce au sort de fixation. C'est bien plus que ce à quoi je m'attendais. Oui, et je crois que cette arme ressemble à celle que nous avons vue dans le fort de la baronnie de Munro. Le fort auquel Lisa faisait référence était l'ancienne maison hantée qui était désormais techniquement ma villa personnelle. L'hypothèse de Lisa selon laquelle ces petits canons magiques étaient similaires était probablement juste. Ce navire était peut-être issu de la même culture magique ancestrale qui avait créé le canon magique. Il n'y a pas de bâton ou d'armure. Peut-être qu'ils sont dans ces boîtes? Suggéra Lulu. Elle désignait une pile de boîtes dans un coin de la pièce. Les ouvrir briserait le sort de fixation, il faudrait donc voir ce qu'il y avait dedans plus tard. Après avoir inspecté la cale du navire, nous sommes allés au quartier du capitaine. Il y a eu quelques incidents mineurs en chemin, mais nous sommes arrivés sans blessure grave. Une ou deux fois, il y a eu une glissade accidentelle, peut-être provoquée par un dieu lubrique, mais pour l'honneur de Nana et Lulu, je garderai ça pour moi. C'est une porte. Boum, Pochi peut passer par là, monsieur. La porte du capitaine était tordue sur ses gonds, mais Pochi a réussi à la franchir. Tama commençait à la suivre quand Pochi revint, alarmé, et leurs têtes se heurtèrent. Aïe, Tama se frotta la tête, mais comme j'avais lancé enchantement, protection physique sur tout le monde, elle n'aurait pas dû avoir mal. Elle avait probablement dit « aïe » par réflexe. C'est terrible, c'est vraiment terrible, monsieur. Pochi agita les bras, paniqué, le regard perdu dans tous les sens. Du calme, Pochi. Je suis parfaitement calme, monsieur. Écoutez bien, monsieur. Repoussant Lisa, Pochi courut vers moi avec urgence. Maître, j'ai localisé un fantôme dans les quartiers du capitaine, je vous le signale. Nana, qui avait trouvé une autre entrée, s'écria calmement. Exactement, monsieur. C'est ce que j'essayais de dire, monsieur. Tapotant la tête de Pochi, je vérifiais les quartiers du capitaine sur le radar. Effectivement, il y avait maintenant un point blanc, indiquant une présence non agressive. D'après les informations sur la carte, c'était le fantôme du capitaine de ce navire coulé. Il n'était pas là lorsque j'ai consulté la carte avant de plonger, ni lorsque nous sommes entrés dans ce navire. Mais en y repensant, je me suis souvenu que les fantômes que nous avions vus dans la baronnie de Munro étaient eux aussi apparus soudainement au coucher du soleil. J'imagine que c'est comme ça que sont les fantômes. Je ne suis pas fan de films d'horreur ni de thrillers, mais je ne voulais pas mettre mes camarades en danger en les envoyant affronter un fantôme inconnu, alors j'y suis allé seul. À l'intérieur de la pièce se trouvait un homme semi-transparent vêtu d'un uniforme militaire tape à l'œil. Ce devait être le fantôme, alors. Pour l'instant, nous l'appellerons Capitaine Fantôme. Il y avait un trou énorme dans le plafond des quartiers du capitaine, et les fenêtres étaient encore ouvertes, laissant entrer un léger courant dans la pièce. Plus grand que compétence acquise, langue ancienne, j'ai rapidement attribué des points à la compétence langue ancienne, et je l'ai activée. Ils nous ont déjà rattrapés? Le capitaine fantôme m'ignora complètement, se parlant à lui-même comme un acteur qui se livre à un monologue. Maudit soit-il, ces méchants habitants du ciel. Le capitaine fantôme leva les yeux au ciel et s'écria avec ressentiment. Je me demande pourquoi sa silhouette se brouille sans cesse ainsi. Alors même le cuirassé ultra rapide qu'on leur a volé ne peut pas surpasser la mobilité de leur vaisseau flottant. Le fantôme se dirigea vers la fenêtre. De toute évidence, ce vaisseau avait été volé aux adversaires du capitaine fantôme. Impossible, Nunuli, ils utilisent même les châteaux flottants pour nous traquer. Le capitaine fantôme regardait par la fenêtre, mais bien sûr, il n'y avait rien. Je me suis dit que c'était un souvenir de sa mort. Plus petit que est-ce qu'il compte utiliser le canon de la colère divine du château flottant? Imbécile, et si le cercueil que vous cherchez se trouvait sur ce même vaisseau, plus grand que, alors que le capitaine Ghost poussait ce dernier cri de désespoir, il disparut, laissant derrière lui une légère brume. Curieux, je cherchais ce cercueil sur la carte, mais il n'y avait rien de tel dans les environs. Me souvenant des dégâts constatés à notre arrivée, je méditais sur les paroles du capitaine. Ce canon de la colère divine avait dû trancher si net l'alliage d'adamantite du vaisseau. J'ignorais si cette arme existait encore, mais si c'était le cas, je doutais que notre petit vaisseau volant puisse y résister. Je préférerais garder une telle chose aussi loin de nous que possible. Plus petit que la clé de l'Alaki. Voler. Maintenant, l'Alaki ne peut plus voler. Il ne reste plus qu'à apporter le cercueil à Sa Majesté l'Empereur dans la salle de la réalité.
En me retournant, j'ai remarqué que le capitaine fantôme était réapparu au même endroit. Exactement comme avant, sa voix devenait parfois floue, rendant ses paroles inintelligibles. Bientôt, il est revenu à une phrase familière. Plus petit que, ils nous ont déjà rattrapés. Plus grand que, on aurait dit que le capitaine fantôme était dans une boucle sans fin, répétant le même moment encore et encore. J'ai essayé de lui parler à plusieurs reprises, mais il n'a pas répondu. On dirait qu'il hante cet endroit. Quand j'ai passé la tête pour informer le reste du groupe, Arisa a fait une remarque intéressante à propos du capitaine fantôme. Tu as raison, on peut peut-être l'aider à s'éteindre. Voici une pierre sacrée, maître. Lulu me tendit une pierre sacrée qui pendait à sa ceinture. Elle avait dû l'apporter pour l'exploration du navire coulé, au cas où. Après l'avoir remercié, j'ai versé de l'énergie magique dans la pierre sacrée et je l'ai utilisée pour exorciser l'esprit du capitaine fantôme. Tandis qu'il disparaissait, j'aurais juré l'avoir entendu murmurer quelque chose. Plus petit que ah, enfin la liberté est à notre portée, plus grand que, le tas d'ossements blancs où il était apparu s'est effondré et a été emporté dans l'océan par le courant. Il ne m'a jamais salué, mais comme il semblait être mort maintenant, cela me suffisait. Nous avons attendu un moment pour nous assurer qu'il ne réapparaisse pas, puis nous sommes retournés explorer le navire coulé. Maître, le dos de ce tableau est suspect, je vous le signale. Je parie qu'il y a une pièce pleine de trésors derrière. Les yeux de Pochi brillèrent et elle tendit la main vers le tableau. J'étais sûre qu'elle pensait à une situation similaire que nous avions rencontrée dans le labyrinthe sous Serious City. Cependant, Tama attrapa sa queue et l'arrêta. C'est un piège ? De toute évidence, il y avait un piège dangereux dans la pièce secrète. Mes compétences, détection du danger, et détection de piège, réagirent au moment même où Tama parlait. Tu peux le désamorcer ? Me demanda Arisa. J'acquiesçai. Je pense que oui, mais je ne voulais pas risquer de tout gâcher et de mettre tout le monde en danger. Mieux vaut ne pas le faire. Il y a une solution plus simple, alors je vais tout faire sortir comme ça. Ma déclaration a piqué la curiosité de tout le monde, si bien que j'ai dû leur montrer mon astuce plusieurs fois pendant le reste de l'exploration. Une fois tout le monde remonté au vaisseau volant, j'ai mis le vaisseau coulé en stockage. Si je l'avais fait alors que nous étions encore dans l'eau, nous aurions pu être aspirés dans l'espace où se trouvait le vaisseau et nous noyer. Plus grand que Titraki, sauveteur, Titraki, chercheur de trésors, Titraki, explorateur de vaisseaux coulés. En regardant mon journal, j'ai vu que j'avais gagné quelques titres en stockant le vaisseau. Chercheur de trésors semblait être un titre que j'aurais déjà dû avoir, mais il n'avait pas d'avantage particulier, alors j'ai simplement ignoré ça. Ouh, le vaisseau a disparu et a créé un tourbillon, monsieur. Tama et Pochi ont regardé l'eau où se trouvait le vaisseau. Je vous ai déjà montré, vous vous souvenez ? C'est magique, un peu comme le pack des fées. Avant de quitter le village elfique, je les avais laissés me voir entreposer des provisions fraîches dans l'entrepôt, si bien que tout le monde, sauf Arisa, semblait satisfait de l'explication. Un vaisseau entier. Tes pouvoirs sont toujours si faibles. Ma seule réponse fut un haussement d'épaule. Par précaution, j'avais prévenu tout le monde de ne dire à personne ce que j'avais fait du vaisseau, surtout à Tama et Pochi. On a les lèvres scellées ? On va se taire, monsieur. Ils mimèrent la fermeture éclair de leurs lèvres, puis rapprochant leurs genoux de leur poitrine, imitant apparemment une palourde. On aurait dit une autre blague étrange d'Arisa, alors je n'ai pas pris la peine de leur demander. Ravin. On dirait que ce vaisseau était au sommet d'une montagne sous-marine. Mia et Arisa observaient l'eau maintenant qu'elle s'était calmée. Le navire disparut, je pouvais voir qu'il se trouvait au sommet d'une immense montagne sous-marine. Même avec ma compétence « vision nocturne », je ne pouvais voir le fond, et il semblait chevaucher une autre zone de la carte. Avec toute cette pression de l'eau, je doutais qu'un monstre surgisse soudainement des profondeurs pour attaquer. Néanmoins, il serait stressant d'être constamment sur ses gardes contre une attaque surprise, alors j'ai décidé d'enquêter un peu. Laissant tout le monde à bord, j'ai replongé dans l'océan, utilisé, fouillé toute la carte, et ai refait surface. À un moment donné, j'ai quitté la portée de la magie spirituelle de Mia, la pression de l'eau était donc un peu pénible. Je ne voulais pas avoir à répéter cela à chaque fois, alors j'ai décidé d'éviter autant que possible de naviguer en eau profonde. Je suis de retour. Bon retour, maître. Arisa me tendit de l'eau gazeuse fraîche pour étancher ma soif. Sur le pont, le groupe s'était mis à retirer la saleté et les coquillages collés aux pièces et objets de valeur trouvés dans les coursives du navire coulé. Pochi, fais plus attention, s'il te plaît. Tu rayes les pièces. Oui, monsieur. C'est dur, monsieur. Lisa et Pochi s'efforçaient de décoller les coquillages, tandis que Tama polissait avec attention les pièces dont elle s'était déjà occupée. Un coup de brosse ? En voyant son œuvre, Tama laissa échapper un soupir de satisfaction. Mia, il faut enlever la saleté de ces rainures, je te conseille. Magie. Nana apporta des bijoux à Mia, qui entonna un chant de magie spirituelle. Lulu étalait les pièces polies sur un linge pour qu'elles sèchent au soleil.
Bon, regardons le reste de notre butin. J'alignai quelques coffres à trésors et nous les ouvrîmes ensemble un par un. J'avais déjà confirmé au stockage qu'aucun d'entre eux ne contenait de pièges ni de poison. Nous avons placé des œuvres d'art, des partitions et autres objets susceptibles d'être endommagés par le soleil à l'ombre des voiles. Pour éviter que le vent ne les emporte, j'ai de nouveau bloqué l'air extérieur et utilisé un sort de climatisation. Waouh! Regardez toutes ces pièces d'or. De jolis bijoux. Arisa et Mia brandirent avec joie des poignées de trésors. Grâce à leur réparation magique, le contenu des coffres était parfaitement propre. Tama et Pochi, vous pouvez aussi fouiller dans tout ça. Elles me regardaient toutes les deux en gigotant, elles attendaient probablement la permission. Youpi, Arisa, il y a de la viande, monsieur? Non, mais vous pourriez acheter assez de viande pour vous remplir le ventre avec une seule de ces pièces. Pour de vrai? C'est incroyable, monsieur. Nous avons donc commencé à trier paisiblement notre butin. Des partitions? Ce doivent être de très vieilles chansons. Mia se mit aussitôt à lire la partition d'un air sérieux. De toute évidence, ce sont les elfes qui avaient propagé les méthodes de partition à d'autres cultures, leur permettant ainsi de lire des partitions de n'importe où. Quel magnifique collier! Lulu fixait avec envie un rang de grosses perles. Il faut trouver quelque chose d'encore plus mignon, je propose. Nana fouilla dans les boîtes à bijoux, plus intéressée par la beauté que par l'argent. Maître, il y a des armes dans ces boîtes. Ça fait beaucoup d'arcs et de rapières. Il n'y a pas de flèches? J'ai bien peur que non. J'ai coché toutes les cases, mais il n'y en avait aucune. Tu les as déjà toutes cochées? C'était rapide, Lisa. Il n'y avait pas de corde d'arc non plus? J'ai pris un des arcs non armés. Oh! J'ai senti une infime partie de ma puissance magique être aspirée par l'arc, comme lorsque j'appuyais sur la détente d'un pistolet magique, et l'arc s'est transformé, doté d'une corde transparente. De toute évidence, c'était un arc magique. En tirant sur la corde, j'ai senti une plus grande quantité de magie être siphonnée, et une flèche transparente est apparue, identique à la corde. À en juger par la sensation de l'arc, il avait probablement été fabriqué à moindre coût grâce à la magie pratique. Il ne faut pas beaucoup de force pour tirer sur la corde, n'est-ce pas? Apparemment, même Arisa, physiquement inapte, pouvait utiliser ses arcs magiques. La gravité ne semble pas l'affecter, mais il n'est pas facile d'atteindre une cible non plus. Et il consomme beaucoup de puissance magique, aussi. Après un tir d'essai, Arisa a partagé ses impressions. On dirait qu'il est aussi puissant que les lances de fondation de Nana. Oui, maître. S'il était aussi puissant que les lances de Nana, cela signifiait qu'il était plus puissant que nos bâtons de feu et de foudre. Il y avait une 50aine de ces arcs magiques, alors j'ai décidé d'en laisser au moins un à Mia et Arisa pour l'instant. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Les rapières étaient magiques aussi, mais y mettre de la magie ne faisait que les faire scintiller inutilement, ce n'étaient donc pas des armes très utiles. Quand j'en ai donné un coup, un bruit de vroom digne d'un jeu d'action a retenti et des traînées de lumière ont flotté dans l'air. On dirait un jouet des Rangers Mementider. Trop cool? Génial, monsieur. Les épées scintillantes ont fait un tabac auprès des enfants, qui les agitaient dans tous les sens et prenaient des poses ridicules. Il y avait aussi des tonnes de ces épées jouets, alors je les ai laissées en mettre une chacune dans leur coffret fée. Et ces anneaux? C'étaient tous des anneaux magiques activés par la magie. Waouh! Qu'est-ce qui se passe avec celui-là? S'est exclamé Arisa après avoir mis de la magie dans une bague en topaze. Un cercle magique apparut devant l'anneau et commença à produire des stalagmites, qui fusèrent vers moi avec une telle force qu'elles auraient pu transpercer mon bouclier. Ils consomment toute ma magie, donc ce ne serait pas très facile à utiliser. Arisa me tendit l'anneau, et je l'inspectais. D'après ce que je pouvais en juger, il pouvait être chargé de magie à l'avance et volerait ensuite juste assez de magie à l'utilisateur pour appuyer sur la gâchette une fois activée. Si même Arisa, qui avait plus de magie que la plupart des gens, avait utilisé toute sa magie juste pour déclencher l'effet, ce devait être un outil magique incroyablement inefficace. Une fois les niveaux d'Arisa et des autres plus élevés, il pourrait peut-être les porter en guise de mesure d'autodéfense d'urgence. Les autres enfants ramassaient divers anneaux et les testaient eux aussi. Quoi, ça a fait un bouclier. Celui-ci produit des lances de pierre. Maître, des lances de glace sont apparues, je le déclare. L'anneau de sardoine de Lulu produisait un sort de bouclier magique pratique, l'anneau d'onyx de Lisa créait des lances semblables à de l'obsidienne noire, et l'anneau d'Egmarine de Nana créait des lances de glace qui flottaient dans les airs. Ces lances volaient dans la direction indiquée par Nana. Leur portée était d'environ 45 mètres et leur puissance était presque équivalente à celle d'un sort de glaçon classique. Porter plusieurs anneaux à la fois semblait les faire interférer les uns avec les autres et rendre leurs effets difficiles à produire. J'ai pu en porter 10 et les activer tous simultanément, mais c'était probablement grâce à ma compétence « manipulation magique ». Il y avait aussi beaucoup d'autres anneaux, mais aucun anneau de translation ni de déplacement sous-marin. N'y a-t-il pas de livre de sorts? Arisa semblait pleine d'espoir, mais je dus secouer la tête.
Il y a des cartes terrestres et maritimes, et des rapports sur certains outils magiques, mais pas de livre de sorts. Les cartes couvraient une étendue plus vaste que la mienne, mais beaucoup de frontières et de noms de lieux importants étaient différents. Les seuls qui semblaient identiques étaient la vallée des dragons et des territoires elfiques comme la forêt de Bolénan. Que pensez-vous que signifient ces lignes pointillées de couleurs différentes sur la carte marine? Il y a Nunuli, Nenlier, etc. Si ce que disait le capitaine Fantôme était vrai, alors il s'agissait probablement des routes des châteaux flottants. Ne serait-ce pas de Nenlier que viennent ces anciens manuscrits que tu as trouvés à la sombre vente aux enchères? Les mots d'Arisa me rafraîchirent la mémoire. Personne dans l'ancienne capitale ne savait lire le langage ancien, alors j'avais prévu de me renseigner au village des elfes, mais j'avais complètement oublié. Comme j'avais appris la compétence « langage ancien » sur le navire coulé, je pouvais enfin lire ces manuscrits plus tard. Soudain, un adorable grognement sortit du ventre d'Arisa. Je suppose qu'il était presque l'heure du déjeuner. Ah, c'était vraiment de bons takoyaki. Lulu rougit au compliment d'Arisa. C'est seulement parce que le poulpe était si frais. Pour le déjeuner, nous avions mangé des takoyaki préparés avec le poulpe que Pochi avait vaincu. Les autres enfants se tapotaient le ventre de satisfaction et s'assoupissaient sur le tapis que nous avions étalé sur le pont. Mia n'avait pas fini son poulpe, mais Tama et Pochi étaient ravis de le manger pour elle. Le poisson était bon aussi. Lulu sourit joyeusement, laissant échapper un léger soupir de contentement. Les takoyaki à eux seuls n'auraient pas suffi, alors nous avons fait bouillir et griller des rascasses, des langoustines et d'autres poissons que nous avions pêchés dans le navire coulé. Oui, ils étaient juste ce qu'il fallait de sel. Le poisson bouilli au soja était délicieux aussi, je vous assure. Lisa et Nana semblaient ravis. On va faire des sashimi et des sushis bientôt aussi. Oui, s'exclama Lulu. J'ai hâte. Les autres enfants reprirent avec enthousiasme. Arisa était la seule à savoir ce qu'étaient les sushis, mais il devait se douter que c'était un mets délicieux. Bon, je suis bien repu maintenant, alors je vais peut-être essayer de me calmer un peu. Quoi de neuf, maître? J'ai pensé tester ce qu'on a trouvé dans la cale du navire. En répondant, je me suis mise au-dessus de l'eau avec Skyrunning, et j'ai sorti le petit canon magique. Malgré sa taille, petite, elle était bien plus grande que les canons Berserkers jetables. Grâce à Fixify, elle était en bon état. Une inspection rapide suffisait donc. Après m'être éloigné du vaisseau de quelques dizaines de mètres, j'ai commencé à préparer des cibles pour le canon. J'ai activé 8 boucliers flexibles à environ 120 mètres de moi, alignés les uns sur les autres. Superposés ainsi, ils pouvaient résister même au souffle du dragon noir à cheveux longs, ils devraient donc faire l'affaire comme cible. Je tire, ai-je crié en direction du vaisseau, puis j'ai chargé le petit canon magique de puissance magique. Une ligne conductrice rouge partait de la bouche du canon, et des cercles magiques se formaient autour. On dirait une cinématique de jeu vidéo. Soudain, une lumière instable a crépité le long de la ligne et des cercles. Oh là là, juste au moment où j'appuyais sur la détente, détection du danger, s'est activée, et j'ai également produit des boucliers flexibles devant moi. L'instant d'après, un éclair de lumière teinta les vagues de blanc. Le bruit de l'explosion déchira l'air. Il était si fort qu'il faillit me faire tomber. Au bout de quelques secondes, l'éclair s'estompa et ma compétence « ajustement de l'intensité lumineuse » me rendit la vue. Il me restait plus de la moitié de mes boucliers flexibles, mais l'énergie excédentaire du petit canon magique s'était frayé un chemin à travers les vagues sur plus d'1 kilomètre. L'eau s'évapora en volant dans toutes les directions, et davantage d'eau de mer s'infiltra pour combler le vide créé par le canon. Chaud, j'utilisais la magie du vent pour repousser la vague de chaleur qui s'approchait de moi. Je remis les ruines du petit canon magique, maintenant fondu, au stockage et retournai au navire, laissant derrière moi la mer déchaînée et le nuage de vapeur brûlante. On dirait que j'ai utilisé un peu trop de magie. De toute évidence, cette arme avait des propriétés similaires aux flèches sacrées surchargées magiquement que j'avais utilisées pour vaincre ce seigneur démon. Les boulets de canon étaient fabriqués à partir de noyaux de monstres, ils pouvaient donc être chargés de magie pour créer une énorme puissance destructrice. Si c'était fait normalement, l'arme ne devrait pas s'effondrer comme l'armure sacrée, mais je suppose que je n'avais pas bien compris son fonctionnement. Heureusement, il me restait 31 petits canons magiques à utiliser pour mes recherches, alors j'ai décidé d'en démonter un et de l'examiner dès que j'aurai un moment de libre. Si je n'arrivais vraiment pas à comprendre, je pourrais peut-être même demander de l'aide aux elfes passionnés de recherche des clans Bulanan et Belunan. Plus de folie, d'accord? Repentez-vous. Arisa et Mia m'ont réprimandé à mon retour au vaisseau. Désolé, j'avais été tellement distrait par le spectacle fascinant du canon en train de s'activer que j'avais oublié d'ajuster ma quantité de magie, je n'avais donc aucune excuse. Lorsque j'ai testé un autre canon avec la quantité de magie appropriée plus tard, la ligne rouge et les cercles magiques sont toujours apparus,
mais il n'y a pas eu de crépitement étrange cette fois, et le tir a été régulier. Utiliser la fonction de tir rapide faisait surchauffer le canon, qui semblait donc nécessiter un temps de recharge après quelques tirs. Tirer avec un boulet de canon surchargé de puissance magique produisait environ la moitié de la puissance de l'attaque de souffle de HEI long, tandis qu'un tir normal n'en produisait qu'un dixième. Quoi qu'il en soit, il était si puissant qu'il ne serait pas facile à utiliser. Mon sort intermédiaire de magie lumineuse, laser, était bien plus facile à focaliser et à contrôler. Même avec une portée réduite, il était probablement plus convivial que les petits canons magiques. Concernant l'expérience que j'avais imaginée sur le navire coulé pour savoir si je pouvais utiliser l'eau pure pour transformer de l'eau salée en eau douce, il s'est avéré que je pouvais produire de l'eau potable totalement exempte de sel et des particules de sel riches en minéraux. De plus, je pouvais en produire un tonneau entier d'un coup. Les résultats étaient meilleurs que prévu, mais il était toujours plus rapide d'utiliser le sac de puits ou de mettre de la magie dans une pierre d'eau si nous avions besoin d'eau douce, donc je n'aurais probablement pas l'occasion de l'utiliser très souvent. D'après mes livres de sorts, même un utilisateur chevronné de magie pratique ne pouvait produire qu'un peu moins d'eau salée avec cette technique. Maître, objet non identifié découvert au-dessus des mers, je vous rapporte. Qu'est-ce que c'est? Un humain? Mon art révéla que la lumière clignotante que Nana pointait était en fait le dos d'un monstre serpent de mer, et non un animal mystérieux non identifié. Peut-être enquêtait-il sur le vacarme que j'avais provoqué avec le petit canon magique? On dirait un serpent de mer. Waouh, il est énorme. Qu'est-ce que c'est, niveau 50? Non, celui devant nous est niveau 31. Tandis qu'Arisa et moi discutions, le serpent de mer leva la tête au-dessus des vagues et lança une boule d'eau sur nous. Sa portée était bien plus grande que je ne le pensais, il vola sur plus de 100 mètres. Maître, permettez-moi de m'en occuper, je m'exclame. Un cercle magique brilla sur le front de Nana, créant 2 boucliers transparents devant elle. C'était une technique similaire au sort de magie pratique intermédiaire bouclier flexible, que j'utilisais souvent. Les boucliers de Nana interceptèrent la goutte de liquide, mais dès son impact, le bouclier et le liquide s'envolèrent dans une bouffée de fumée blanche. Discrètement, je créai quelques boucliers flexibles sous le vaisseau. On dirait que ces gouttes ne sont pas faites que d'eau. Ce sont des globules d'acide. Ouah, non merci, je devais acquiescer à Arisa. Je ne voulais pas voir mes amis se brûler gravement. Au feu, Mia visa et tira avec l'arc féerique qu'elle avait rapporté de chez elle, mais sa flèche fut bloquée par un mur d'eau qui apparut autour du serpent de mer. Mia fronça les sourcils. Maître, je commence à manquer de boucliers. J'appelle des renforts. D'accord, je prends le relais. Je pris la position défensive de Nana et lançai un laser magique lumineux sur le serpent de mer, qui nous tirait toujours dessus de loin. Le laser transperça le mur d'eau et annihila le serpent de mer sans difficulté. J'imagine que la magie intermédiaire était peut-être excessive. Le sang du serpent de mer commença à teindre l'eau en rouge. Aussitôt, la plupart des autres serpents de mer sur la carte se dirigèrent vers nous. Comme des requins, ils pouvaient probablement sentir le sang de très loin. Bien sûr, le banc qui longeait la pointe sud de la zone ne réagit pas. Épouvantail, ramène le vaisseau à 1000 pieds. Garde-toi à l'altitude maximale. Effectue des manœuvres d'évitement si nécessaire. J'ai donné quelques instructions au golem du vaisseau. Malheureusement, il ne pouvait pas répondre à voix haute. La seule confirmation fut donc un texte qui s'afficha dans mon journal. La prochaine fois que j'en aurai l'occasion, je devrais ajouter un sifflet à vapeur magique ou quelque chose du genre. On dirait qu'une bande de serpents de mer grouille à cause du sang. Je vais les distraire, alors, les filles, vous pouvez les attaquer avec des arcs magiques d'en haut pour monter de niveau? Nous, les profs ont dit que le powelling était mauvais, monsieur. Par professeur, il devait désigner les instructeurs elfes, mais qu'est-ce que powelling? Vous n'étiez pas là à ce moment-là, maître? Aya et les autres professeurs elfes nous ont dit de ne pas utiliser le power level 1. Ils ont dit que ça ne rendait pas plus fort, car on n'apprendrait pas à utiliser ses compétences correctement. Arisa intervint pour expliquer. C'était étrange. Les filles hommes bêtes avaient monté des power level 1 avec mon aide depuis le début, et elles semblaient plus fortes que des soldats et autres du même niveau, mais... Bon, d'accord, je pense que ça varie d'une personne à l'autre, mais si ce conseil vient des elfes à la longue vie, il est probablement dans notre intérêt de l'écouter. De plus, il y aurait plein d'ennemis à monter en niveau une fois arrivés à Labyrinth City. Dans ce cas, Arisa, Nana et Mia, veuillez défendre le navire. Lulu, reste à la barre et surveille la direction. Tama, prends la surveillance, et Lisa et Pochi, surveillez l'avant et l'arrière du navire. Le groupe s'exclama avec assurance, si bien que je quittais le navire, rassuré. Utilisant la technique du skyrunning, je me dirigeais vers la zone située au-dessus du serpent de mer mort et ajoutais du sang de monstre inutilisable pour les potions. Atteignant une vitesse fulgurante de près de 145 km/h,
l'essaim de serpent de mer arriva et déchira aussitôt le serpent mort flottant sur les vagues. Je suppose que les serpents de mer n'ont pas de problème de cannibalisme. Les monstres étaient complètement absorbés par leur repas, sans prêter attention à moi flottant au-dessus d'eux. En y regardant de plus près, je réalisais que leur tête ressemblait plus à celle d'une anguille qu'à celle d'un serpent. Sans leurs crocs acérés qui dépassaient de leur bouche, ils auraient pu ressembler à des anguilles géantes. J'étais prêt à parier qu'ils seraient délicieux, alors j'ai pris des précautions supplémentaires pour ne pas abîmer la chair avec mon attaque. Choisissant des serpents au hasard, je les ai attrapés avec main magique, leur ai décapité avec une épée féerique imprégnée de lame magique, et ai rangé les cadavres dans le stockage. J'ai réussi à éliminer environ la moitié d'entre eux de cette façon, mais lorsque les serpents de mer ont manqué de chair, ils ont tous commencé à me lancer des attaques d'acide. Utilisant course céleste et course éclair, pour éviter les attaques, je me suis lancé acrobatiquement au milieu de la nuée. Au début, j'ai continué à leur trancher la tête avec mon épée féerique, mais cela a commencé à devenir pénible dans le feu de l'action, alors j'ai fini par mettre lame magique directement sur mes mains et les ai repoussés de cette façon. Ce n'était pas l'utilisation la plus efficace de la magie, mais vu la quantité que j'avais en réserve, ce n'était pas si grave. Tandis que je dépçais les serpents de mer, je déposais rapidement les corps dans la réserve, l'un après l'autre, pour éviter qu'ils ne soient dévorés par les autres. Oh, c'est l'heure du grand jeu, hein? Un serpent des profondeurs de niveau 56 émergea des profondeurs, sa gueule béante. Il semblait déterminé à m'engloutir, alors je sautais droit dans sa gueule, puis pivotais de tout mon corps, épée à la main, et lui coupais la tête de l'intérieur. Quelques autres serpents des profondeurs nous attaquèrent, alors je les traquai un par un. Finalement, les derniers serpents de mer prirent la fuite, et la bataille fut gagnée. Je ne voulais pas laisser la mer dans cet état, alors je stockais les parties les plus sanglantes de l'eau dans la réserve jusqu'à ce qu'elle se soit éclaircie à un niveau raisonnable avant de retourner au navire. Tu es plus puissant que jamais. J'ai haussé les épaules en direction d'Arisa, puis j'ai tendu à Lulu une grosse tranche de serpent de mer dont j'avais retiré le sang pendant la bataille. Ma lampe spirituelle était à fond, donc les miasmes dangereux de la viande auraient dû être dilués à un niveau acceptable. Ça n'a pas l'air toxique. Tu veux essayer d'en cuisiner un échantillon? Bien sûr, je le grille dans de la sauce soja? Lulu avait déjà un couteau de cuisine en mitril en main. Ça a l'air bon. Puisque nous voulons d'abord voir le goût, pourriez-vous en griller un morceau nature, s'il vous plaît? Sur ce, je me suis retiré dans les quartiers du capitaine, sur la dunette, pour me changer. J'avais utilisé la magie pratique pour nettoyer la crasse et l'eau de mer du combat, mais enfiler des vêtements propres, c'est tout simplement plus propre. Ça sent bon. Ouais, le renifler me donne une sensation de légèreté, monsieur. De retour sur la terrasse, Lulu cuisinait sur l'ustensile magique du four, et Tama et Pochi rôdaient autour, baveux. Les autres enfants semblaient impatients de goûter aussi. Maître, pourriez-vous goûter d'abord, s'il vous plaît? Merci, Lulu. J'ai commencé par le morceau grillé nature. D'abord, une bouchée salée. Oui, c'était délicieux. Malgré sa grosseur, il avait un goût de congre. Lulu avait soigneusement retiré les petites arêtes, donc c'était un jeu d'enfant. Ensuite, j'ai ajouté un peu de citron et j'ai repris une bouchée. Ça irait parfaitement avec du saké sec. Enfin, j'ai goûté un morceau grillé à la sauce soja, accompagné d'une sauce épaisse. La sauce sucrée mettait magnifiquement en valeur la chair légère et feuilletée. Avec du riz blanc, j'en mangerais probablement tellement que je serais incapable de bouger. C'est délicieux, Lulu. Merci beaucoup. Le sourire radieux de Lulu aurait pu faire fleurir un champ de fleurs. Vous devriez essayer ça aussi. Sur ce, les filles se sont précipitées pour goûter au serpent de mer grillé. Même Mia, qui n'aimait pas la viande en général, semblait apprécier le poisson grillé nature au citron. On dirait qu'on aura du serpent de mer ce soir. Une bonne partie du corps du serpent de mer était comestible, donc même en le grillant, en le rôtissant ou en le faisant frire tous les soirs, il nous faudrait probablement 15 jours pour en finir un seul. Sa tête serait peut-être aussi délicieuse grillée, alors il faudrait que j'essaie un de ces jours. 12 navires? 13, monsieur. Vraiment? J'entendis Tama et Pochi discuter au poste d'observation. Ils comptaient probablement le nombre de navires coulés que j'avais récemment récupérés. Nous remontions les archipels vers le nord, ramassant des épaves au fur et à mesure. Nous en avions assez d'explorer les épaves avec le premier, alors chaque fois que nous en trouvions un autre, je le rangeais sans poser de questions. Dans cette zone, nous en trouvions un tous les 2 kilomètres, mais il semblait y en avoir encore plus loin. Encore un en bois, hein? Murmura Arisa. Environ 20% sont en métal, je vous informe. Hormis le cuirassé d'adamantite que nous avions trouvé en premier, nous n'avions croisé que 2 navires métalliques, tous 2 des destroyers magiques en alliage de mitril de l'Empire Flux. Les autres étaient tous en bois, principalement des caracs et des caravelles à phoques du royaume de Shiga, avec quelques galères d'origine inconnue.
C'étaient tous d'énormes vaisseaux, pesant entre 3 et 500 tonnes, et la plupart étaient équipés de canons magiques de différentes tailles, de lance-lances de la Fondation, etc. Environ la moitié d'entre eux disposaient également d'un fourneau magique. La plupart des fourneaux magiques pourraient probablement être utilisés avec quelques réparations, mais ils seraient loin d'être aussi puissants que mes sources d'énergie magique de pierre d'arbre sacré, malgré leur taille, et ils resteraient donc probablement en stock. Bon, je pense que ça devrait suffire. Comme j'avais le temps, je bricolais un des petits canons magiques réparés en stock pour le rendre à nouveau utilisable. Les lance-lances de la Fondation ressemblaient à des lance-harpons, mais aucun n'avait été réparé. Il me faudrait donc effectuer quelques travaux de maintenance dans les prochains jours avant de pouvoir en tester un. Je souhaite faire un essai, je vous prie. Bien sûr, visez ce rocher là-bas. Je stabilisais le vaisseau et laissais Nana essayer le canon magique. Une version plus grande était fréquemment utilisée dans les tours anti-dragons de Serious City. C'était l'équivalent d'une arme, une bâtonnette de feu ou de tonnerre. Normalement, il était alimenté par la puissance magique d'un cœur de cité ou d'un fourneau magique, mais le moteur en pierre d'arbre sacré de ce vaisseau ne produisait pas beaucoup de magie supplémentaire, alors je l'alimentais moi-même. Je ne l'avais pas surchargé cette fois, donc ça devrait aller. Si nous devions utiliser des armes à bord de ce vaisseau, il vaudrait peut-être mieux troquer le moteur en pierre d'arbre sacré contre un plus puissant, après tout. Je tire, je déclare. Nana appuya sur la détente. Le souffle qui jaillit du canon ressemblait à la boule de feu d'un mage ordinaire, mais en beaucoup plus grande. Elle toucha l'eau près du rocher, provoquant une énorme éclaboussure. Bien que leurs noms soient similaires, le petit pistolet magique semblait bien moins puissant que le petit canon magique. C'est plus puissant que je ne le pensais. Environ 5 fois la puissance d'un bâtonnet de feu, peut-être? Un peu plus. Mia avait probablement raison. Pour être précis, je dirais qu'il était environ 7 fois plus puissant. Le tir rapide est aussi possible, je vous informe. Nana tira 5 fois de plus, après quoi le corps de l'arme devint brûlant, et je lui demandai d'arrêter le test. On pourrait peut-être s'en servir pour éliminer les monstres lors de nos voyages? Ça ne marchera pas. Peut-être que si elle était alimentée en énergie magique par le vaisseau, cependant. Pendant que Nana testait, Arisa avait tenté d'en charger une autre, mais elle avait abandonné. De toute évidence, ce n'était pas le genre d'arme qu'un individu normal pouvait utiliser plusieurs fois de suite. Comme ce vaisseau n'avait pas de fourneau magique, je l'avais équipé d'un appareil ressemblant à l'appareil de collecte de magie dont j'avais entendu parler au village des elfes. Au fait, mes recherches ont aussi permis de découvrir un sac de garage spécial pouvant également transporter des êtres vivants, des chaussures volantes et un pégase en bois comme celui du groupe du héros Hayato, ainsi que d'autres outils magiques aussi précieux. Le sac de garage qui pouvait transporter des êtres vivants ne semblait pas avoir résolu les problèmes dont les elfes m'avaient parlé, je devais donc être très prudent en l'utilisant. Elle devait servir de cage de transport pour animaux de compagnie, car j'y ai trouvé les os d'un petit animal. Un troc? C'est une île, monsieur. De retour au poste d'observation, Pochi avait une longue vue en main. La plus grande des îles Dragons des mers avait dû apparaître. Bientôt, nous étions suffisamment près pour pouvoir l'apercevoir à l'œil nu, même depuis le pont. Dis donc, ça ne ressemble pas plus à une ville oblique qu'à un rocher? Comme l'avait dit Arisa, le gros rocher au centre de l'île ressemblait presque à une ville tombée du ciel. C'était un spectacle remarquable en soi, mais autre chose m'a encore plus surpris. Arrêt d'urgence. Sur mon ordre, le golem de proue a stoppé le navire. La ville Roche n'apparaissait pas sur ma carte. Cela signifiait qu'elle devait posséder un pouvoir qui la dissimulait. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un peu dangereux ici. Tout le monde me regardait avec surprise, surtout Arisa, mais je ne pouvais expliquer précisément quel était le danger. Je vais jeter un œil à cette île. Si je ne reviens pas avant le coucher du soleil, retourne dans la forêt de Bolénan et demande de l'aide à Mademoiselle Haaz. Par précaution, j'ai garni le pont d'arc magique, d'épée et de lance sacrée spéciale sans limitation d'utilisation, etc. Comme le groupe n'aurait pas assez de puissance magique pour exploiter la cadence de tir des canons et des fusils magiques, je n'en ai pas déployé. Ah, attendez une minute. Pourquoi vous donnez la peine d'enquêter sur quelque chose de dangereux? Ignorons cette île et passons à côté. Arisa m'a tiré par la manche avec insistance, essayant de m'arrêter. Les autres semblaient tous inquiets, bien sûr. Mais si je ne découvrais pas pourquoi la cité roche de cette île n'apparaissait pas sur ma carte, je ne pourrais pas voyager l'esprit tranquille. Tout va bien. Une fois que j'aurai trouvé la cause, je reviendrai. Cause? La cause de quoi? J'ai fait signe à Arisa, furieuse, et j'ai filé vers l'île en skyrunning. L'eau autour de l'île était assez peu profonde, offrant une vue dégagée sur le fond marin. On dirait qu'il y a plein de navires coulés ici aussi. Parmi le récif corallien au fond de l'océan se dessinaient les silhouettes de plusieurs grands navires. J'ai progressivement pris de l'altitude en m'approchant de l'île, jusqu'à ce que soudain. Maître, ma compétence, oui fine,
et capter les cris de mon groupe tandis que je m'écrasais dans les vagues. J'avais une sensation étrange au niveau de la bouche et du nez, et mes oreilles se sont débouchées, comme lorsqu'on plonge d'un plongeoir, lorsque j'ai heurté un rocher au fond de l'océan. Aïe! Au-delà de l'écume des bulles blanches, j'ai vu des créatures marines colorées fuir sauvagement. Mais j'avais beau les regarder, aucune information n'apparaissait dans Mara. Me décollant du fond marin, je remontais à la surface. Pour une raison inconnue, je ne pouvais pas utiliser Skyrunning. Ça va? Oui, ça va. Mes amis m'appelèrent avec inquiétude, alors je leur adressai un signe de la main pour les rassurer. Pendant ce temps, mes recherches continuaient. Mon menu s'affichait normalement et je semblais pouvoir entrer et sortir des objets du stockage sans problème. Même ma carte semblait normale au premier coup d'œil, mais elle ne s'actualisait pas. Ensuite, j'essayais de sélectionner la magie dans mon menu, mais comme pour Skyrunning, je ne pouvais rien utiliser. Quelle que soit la raison, il semblait impossible d'utiliser la magie ou les compétences liées à la magie sur cette île. Mes compétences uniques semblaient fonctionner correctement, mais leur capacité à acquérir de nouvelles informations par la magie était visiblement limitée. Je m'éloignais jusqu'à pouvoir à nouveau utiliser la magie, essayant d'en déterminer la portée. En marquant quelques espèces de poissons migrateurs et en suivant leur déplacement sur la carte, j'ai pu obtenir une estimation approximative de leur portée. La magie semblait invalidée dans un rayon d'environ 3 km autour de l'eau, près de la cité Roche. Si quelque chose en était la cause, ce serait probablement au centre de ce cercle. Je me suis dirigé vers le point central à la vitesse d'un athlète olympique. Je n'étais pas très doué en natation, car mon corps sortait sans cesse de l'eau, alors j'ai fini par me mettre à courir à toute vitesse à la surface de l'eau. Une fête d'accueil pour les serpents de mer, hein? J'ai déchargé plusieurs harpons du stockage dans les profondeurs, éliminant tous les serpents de mer sur mon chemin. De temps en temps, des créatures plus grosses apparaissaient aussi, comme des serpents des profondeurs et quelque chose qui ressemblait à un mosasaure. Grâce à l'énorme différence de niveau, j'ai pu les vaincre facilement, même sans magie ni compétence magique. Cependant, comme je ne pouvais pas utiliser la main magique, placer les cadavres dans le stockage était beaucoup plus difficile. Comme j'en avais laissé beaucoup derrière moi, la mer commençait à rougir, mais je m'en occuperai plus tard. Ça devrait être le centre du rayon. Il y a quelque chose dans l'eau. Au fond de l'océan, j'ai aperçu quelque chose qui ressemblait à un sanctuaire entouré de piliers de pierre grecque. Une fois les monstres écartés, j'ai plongé pour enquêter. M'approvisionnant occasionnellement en oxygène frais grâce à mon stockage, j'ai exploré le sanctuaire sous-marin. Il y avait une inscription sur les murs, apparemment en langue ancienne. Le château flottant de Nonolie est tombé dans notre piège dévorant. Nous utiliserons le cœur de Nonolie pour créer un deuxième et un troisième piège. Les navires flottants, les îles flottantes. Et enfin, la capitale des hommes du ciel, Lakie. Nous les ramènerons tous sur terre. La liberté sera à notre portée. La dernière phrase était écrite d'un étrange gribouillage, le rouge tachant les rainures des lettres gravées. Cela dégageait une impression de folie. C'était probablement un piège tendu par le capitaine fantôme. Les nombreux navires coulés près de cette zone devaient être pris au piège de la magie. Sans défense magique, les navires en bois, en particulier, n'auraient jamais résisté aux attaques des serpents de mer. Un navire fait d'un alliage magique pourrait y parvenir, mais contre un monstre plus grand comme un serpent des profondeurs, il subirait probablement le même sort. Je trouvai un escalier descendant et le suivis jusqu'à une caverne souterraine. Je nageais le long d'une pente bordée de dalles de pierre blanche qui ressemblaient à des cercueils. J'eus l'impression d'avoir erré dans un cimetière. Des cheveux blancs? Du coin de l'œil, je crus apercevoir une femme allongée sur l'une des dalles. Un frisson glacial me parcourut l'échine tandis que je me retournais pour lui faire face. Je crois que je l'ai imaginé. Il n'y avait personne. S'il y en avait eu un, je l'aurais sûrement remarqué en passant. Depuis mon arrivée dans ce monde, je pensais que rencontrer des fantômes, des rois morts-vivants et autres m'avait habitué au surnaturel, mais je suppose que je supportais mal cette atmosphère mortelle. Arrivé au bout de la pente, j'ai aperçu un espace ouvert avec un énorme rocher noir de géant fouillis en son centre. Un cercle magique émanait du rocher noir. Cela devait créer l'espace d'annulation de magie. Il serait difficile d'extraire la pierre sans magie, mais si je la laissais tranquille, cette partie de l'océan deviendrait un cimetière de navires, un peu comme le triangle des Bermudes. J'ai sorti un outil en acier bleu que les kobolds m'avaient donné et j'ai déterré le rocher. Une fois placé dans le stockage, l'annulation de magie a été annulée et j'ai pu à nouveau utiliser la magie. Par sécurité, j'ai confirmé qu'aucun des objets du stockage n'avait perdu son pouvoir magique. Je suppose que l'affaire est classée. En ouvrant ma carte, je vis que je recevais de nouvelles informations. Comme je le pensais, la cité Roche était les ruines de la cité appelée Nonolie.
Après avoir éliminé tous les monstres puissants de la zone, je retournai auprès de mes camarades à bord du navire. Terre monsieur, le navire était arrivé sur la plage d'une crique de l'île de la Cité-Roche, où j'activai l'ancre dimensionnelle pour le maintenir en place. Je descendis la passerelle jusqu'à la plage, et tout le monde débarqua joyeusement, les petits enfants en tête. Il y a des monstres et d'autres créatures dangereuses dans la forêt et au-delà des falaises, alors ne vous éloignez pas trop. Je suis descendu sur le sable en criant l'alarme. Des débris de navires coulés jonchaient le rivage. J'ai contemplé le tout d'un air absent en installant un parasol près du drap que Lisa et Lulu avaient étalé. Le soleil était fort, si intense que mes yeux se reflétaient sur le sable. J'ai distribué des gourdes pour éviter toute insolation. Oh, c'est bon et frais. Du pétillant? C'est pétillant, monsieur. Des oranges. Les plus jeunes m'ont remercié et sont partis jouer au bord de l'eau. Je les ai suivis, les plus grands à la remorque. On ne peut pas venir à la plage sans y tremper un peu les orteils. Sympa. C'est bizarre? C'est incroyable, monsieur. Il y a du sable qui bouge entre mes orteils, monsieur. Arisa ôta ses chaussures, et le reste des jeunes de l'équipage l'imita bientôt, gambadant au bord de l'eau. Il y a un corps étranger dans le sable, à mon avis. Un coquillage, peut-être? Non, on dirait une sorte de bijou rouillé. Les plus âgés avaient trouvé un débris flottant provenant d'un des navires coulés. De l'or? J'ai trouvé une jolie pierre, monsieur. Aigues marines. Après avoir ramassé des coquillages, le groupe se mit à fouiller la plage à la recherche d'un trésor. Arisa entraîna Lulu vers des tonneaux échoués sur le rivage. Tonneaux. Pour une raison inconnue, Arisa marmonnait « tonneaux » en ricanant. C'était probablement une blague tirée d'un jeu vidéo ou d'une série animée. Celui-ci sent l'alcool. Certains des tonneaux les plus résistants avaient encore leur contenu intact. Il y en avait de toutes sortes, y compris une poignée contenant de la nourriture, des boissons ou de l'alcool encore utilisables. Malheureusement, Burke, Bébou, les filles plus âgées semblaient inquiètes, alors j'ai essayé de les rassurer le plus gentiment possible. Je n'étais pas trop inquiet des monstres ni d'autres choses que je pouvais détecter à l'avance, mais je ne voulais pas risquer de les exposer à des glissements de terrain, des chutes de pierre ou ce genre de choses. Et je vais mettre une ardoise de retour ici, comme ça je pourrai revenir quand je veux. Le trio semblait toujours inquiet, alors je leur ai montré une ardoise de retour, et elles ont finalement souri de soulagement. Ça suffit pour le moment. J'avais utilisé la course aérienne pour faire le tour de l'île, ramassant au passage des trésors sur les navires coulés. La plupart des navires étaient en assez mauvais état, alors je les ai remis à l'eau pour servir de récif à poissons une fois le trésor et les autres restes récupérés. Certains navires avaient tellement pourri qu'ils avaient complètement perdu leur forme, se transformant en tas de ferraille, avec parfois des trésors enfouis. Puisque l'espace anti-magie avait également annulé les sorts de fixification, les seuls objets de valeur encore intacts étaient certains métaux précieux et pierres précieuses résistants à la rouille et à l'eau de mer. Parmi les navires coulés relativement récents, j'en ai trouvé quelques-uns qui semblaient appartenir au vicomte Emmerin, rencontré dans l'ancienne capitale. J'ai pu y récupérer les restes et les objets du défunt, ainsi que des fourneaux magiques et des canons endommagés mais potentiellement réparables. Étrangement, bien que le vicomte Emmerin ait parlé d'une flotte perdue, il y avait un navire de moins ici que le nombre mentionné. Cela m'a intrigué. Peut-être s'était-il brisé sans laisser de vestiges, ou avait-il coulé dans une zone profonde appartenant à une autre carte. Une fois la mer remise, j'ai décidé d'offrir à ces restes non identifiables une sépulture digne de ce nom en mer. Ces pauvres âmes avaient probablement été prises dans la barrière d'annulation de magie et massacrées par une nuée de serpents de mer près de cette plage, je doutais donc qu'elles puissent reposer en paix ici. Maintenant, je vais explorer la Cité-Roche. Je m'envolai dans le ciel, laissant les vagues loin en dessous, jusqu'à atteindre une hauteur suffisante pour observer la Cité-Roche. Le côté auquel nous faisions face n'était que de la roche nue, mais en arrivant de l'autre côté, je compris à quel point c'était étrange. L'image de bâtiments centenaires, voire millénaires, tous regroupés horizontalement, était si étrange qu'on aurait dit un film. Il n'y avait pas de bâtiments aussi hauts que ceux du Japon moderne, mais j'ai trouvé assez impressionnant qu'aucun d'eux ne se soit déformé. Ils se tenaient toujours droits et imposants, malgré leur inclinaison prolongée. En m'approchant, j'ai vu autre chose qui m'a intrigué. J'ai déjà vu ce blason quelque part. 4 blasons étaient gravés sur les portes d'entrée de la ville, dont l'un était fait d'une pierre rouge familière. Ah oui, le noble pyromane. Pour une raison inconnue, cela ressemblait au blason arboré par le noble pyromane que nous avions rencontré peu avant d'aller au village elfique. Je le savais, c'est le même que celui de la pierre de la canne cramoisie. Lorsque j'ai sorti la pierre de son arme ardente du stockage, j'ai constaté qu'il s'agissait d'une seule et même pierre. Cependant, cela n'expliquait pas le lien. J'ai remis la pierre dans le stockage et me suis approché d'un des bâtiments. Regardant par la fenêtre,
j'ai vu que le mur inférieur était fortement enfoncé sous un tas de meubles et d'équipements écrasés. Quelque part dans ce tas, j'ai entendu des battements d'ailes. Des oiseaux? L'arrivée d'un intrus, moi, semblait avoir effrayé quelques oiseaux. Les ruines de ces bâtiments devaient être un paradis pour les oiseaux. La plupart des bâtiments abritaient d'innombrables nids en contrebas. J'ai dépassé la toile d'une araignée géante qui s'attaquait aux oiseaux et qui a atterri au sol. Le voir d'en bas est aussi impressionnant, bien différent de le voir du ciel. J'ai atterri près d'une sorte de monument, près du Rocherville. La liberté sera à notre portée, encore une fois. La même phrase était gravée sur ce monument, une pierre déformée et sinistre. Elle était écrite de la même écriture délirante que j'avais vue dans le temple sous-marin. Qu'est-ce que c'est, alors? Il y avait une immense fosse juste devant le monument. Gai, j'ai utilisé le sort de magie du vent, souffle, pour disperser les feuilles qui s'étaient déposées sur la fosse, éclairant son contenu de soleil. Enfin, je savais qu'il ne restait plus personne en vie, mais... Dans la fosse en contrebas, une énorme quantité d'ossements humains était emprisonnée dans une substance semblable à du ciment, avec des débris. Cela ressemblait plus à une décharge qu'à une tombe. On dirait que les survivants ont été tués de façon assez horrible. Dans mon esprit, les images des événements qui avaient dû se dérouler ici surgirent spontanément. La cité flottante de Nonoli avait dû tomber sous le coup du piège anti-magique, et même les rares survivants furent capturés et tués. L'impression de folie suscitée par ce monument me permettait d'imaginer facilement les tragédies qui avaient frappé le peuple de Nonoli. Il devait s'agir des mêmes atrocités que celles commises lors des chasses aux sorcières en Europe au Moyen Âge. Imaginer les individus capables d'inventer de telles choses me donnait la nausée. Même si cela remontait à bien longtemps, c'était horrible. Levant les yeux, je revis le monument de pierre tordue. Après avoir vu les vestiges de cette terrible tragédie, le mot liberté me rappela la secte des ailes de la liberté, vénérant le Seigneur démon. Je devrais au moins les enterrer convenablement. Je savais que cela ne servirait à rien, si ce n'est à me réconforter un peu, mais laisser ces restes à la poubelle me semblait inadmissible. J'ai envoyé ma main magique dans la fosse, rassemblant les os, les débris et tout le reste dans le stockage, où j'ai séparé les restes humains. D'après les informations détaillées de mon écran de stockage, la substance cimenteuse était en fait les cendres solidifiées d'autres défunts. Je me suis déplacé vers une partie surélevée de l'île, près du Rocherville, aussi loin que possible du monument sous-marin, et j'ai utilisé le sort de magie de la terre, fosse, pour créer une nouvelle tombe, où j'ai enterré l'énorme quantité d'os et de cendres. Une seule tombe ne suffisait pas, j'ai donc dû creuser plusieurs grandes fosses, car j'enfouissais également tous les os du Rocherville. Il était facile de récupérer chacune d'elles, car je pouvais placer le Rocherville entier dans le stockage en le touchant. Mais me souvenant que le Rocherville était un monument historique et abritait d'innombrables oiseaux, j'ai décidé de le remettre en place. Quelques animaux ont été sacrifiés au passage, mais je veillerai à les utiliser comme nourriture à l'avenir afin qu'ils ne soient pas gaspillés. J'ai renforcé la base avec le sort, mur, de magie de la terre, afin d'éviter tout risque de chute de la roche citée. Cela semble un peu clairsemé. J'ai planté quelques graines de fleurs reçues au village elfique, dans la terre au-dessus des tombes, puis j'ai utilisé une perle d'esprit des arbres d'été aéréants pour accélérer la croissance des fleurs, transformant la colline en jardin fleuri. J'ai ensuite placé une météorite du stockage près des tombes et utilisé « lame magique » pour y graver les mots « Ici repose le peuple de Nonolie ». Enfin, j'ai récité une prière silencieuse pour les victimes enterrées avant de quitter les lieux. Je me suis brièvement souvenu des corps de la vallée des dragons dans mon dossier cimetière, mais j'ai décidé de ne pas les enterrer ici. Les cadavres de dragons contenaient des ingrédients de grande valeur, donc si quelqu'un découvrait que je les avais enterrés, cela pourrait causer de sérieux problèmes. De plus, le hôtel Faaz m'a dit que le dieu dragon finirait par être ressuscité et pourrait utiliser son pouvoir pour ressusciter les autres dragons. Elle ne pourrirait pas tant qu'elle serait en réserve, alors j'ai décidé qu'il valait mieux les y laisser pour le moment. Bon retour, maître. Après avoir rejoint les autres sur la plage, j'ai trouvé Arisa, lunettes de soleil aux pieds, allongée dans une chaise longue. Les autres filles continuaient à fouiller le rivage à la recherche d'un trésor. D'après ma carte, les plus jeunes s'étaient dirigées vers une formation rocheuse en forme d'arche à l'extrémité nord de la plage, tandis que les plus âgés se trouvaient sur une falaise au sud. Un bouquet de fleurs était posé sur la couverture posée à côté d'Arisa. Merci, il y avait des fleurs par ici? Arisa baissa ses lunettes de soleil. Ce sont des fleurs artificielles trouvées dans les débris. Je me suis dit qu'on pourrait les laisser dans ces ruines plus tard, alors je les ai lavées. Arisa était vraiment très attentionnée, à sa manière. Elle ne s'est pas inquiétée de mes activités, alors je me suis assise à ses côtés, savourant le bruit des vagues et les rires lointains de Tama et Pochi. L'atmosphère apaisante était un baume pour mon âme après les atrocités dont j'avais été témoin. Tandis que la main chaude d'Arisa caressait mes cheveux,
je triais les objets et les restes des défunts des navires coulés. Pour ceux que je pouvais identifier, j'ai décidé de les envoyer par courrier avec une lettre aux familles, précisant que je les avais récupérés auprès de récupérateurs. Pour ceux que je ne parvenais pas à identifier, je pourrais peut-être trouver un moyen de les diffuser aux familles. Arisa fronça les sourcils vers le ciel, tendant la main. Est-ce qu'il va pleuvoir? Regardant autour de moi, j'ai aperçu des nuages gris de l'autre côté de la ville roche. De grosses gouttes de pluie clairsemées ont commencé à tomber sur la plage ici et là, s'enfonçant dans le sable et tapotant le parasol. Bientôt, la pluie fine s'est transformée en bourrasque. Le groupe des plus âgés semblait avoir trouvé refuge contre la pluie, mais les plus jeunes étaient trempés en courant vers nous. Danger. Ma compétence « détection du danger » s'est soudainement activée, au moment même où d'innombrables points rouges sont apparus sur mon radar. Heureusement, ils n'étaient pas trop près des filles. Ennemis, tout le monde, au vaisseau. J'ai utilisé ma compétence « amplification » pour alerter tout le monde. Ennemis? Quel genre? Je ne voyais presque rien sous la pluie battante. Attendez une seconde, j'ai ouvert la carte pour en savoir plus. Une douzaine de gros points rouges, absents de la carte avant l'arrivée des trompes d'eau, étaient apparus autour de la cité roche. Des vaisseaux fantômes? Ces points étaient manifestement des monstres morts-vivants appelés « vaisseaux fantômes ». Leur niveau variait entre 30 et 40, avec des compétences comme « flotter » et « passage au monde des esprits ». Tandis que j'observais ces vaisseaux fantômes, j'ai vu de nouveaux points apparaître sur mon radar près de moi et de mes compagnons. Ces petits points rouges apparaissaient parmi les gros points des vaisseaux fantômes les plus proches de la cité roche. Les vaisseaux produisaient toutes sortes de squelettes. Une fois cette étape terminée, les vaisseaux fantômes ont flotté vers le haut comme s'ils n'avaient rien d'autre à faire ici, rejoignant le reste de la flotte fantôme patrouillant autour de la cité roche. J'ai rapidement examiné les squelettes par niveau, vérifiant ceux qui étaient trop forts pour les filles. Heureusement, les seuls de niveau 20 ou plus, et donc potentiellement dangereux pour mes camarades, se trouvaient tous près de la flotte de vaisseaux fantômes. J'ai décidé de les surveiller tout en soutenant le reste de mon groupe, les laissant prendre les devants pour qu'ils puissent gagner en puissance. Maître, des squelettes sortent de la pluie. Sur ces mots, Arisa sortit une baguette de feu de son sac de fée et tira sur la tête d'un soldat squelette de près de 3 mètres de haut. La créature émergea de la vapeur et de la fumée avec un seul crâne, tandis que d'autres squelettes vêtus de vêtements de pirates en lambeaux bondirent derrière elle, brandissant des couteaux rouillés. Il y en a pas mal. Je sélectionnais flèche à distance dans le menu magique, éliminant la plupart des squelettes mineurs. Allez, laisse un peu de travail à ta chère Arisa, veux-tu? Ne t'inquiète pas, j'en ai laissé 5 environ. Oh, maître, tu es si attentionné. Son humeur s'améliorant considérablement, Arisa lança une magie spatiale sans champ. Je ne savais pas quel sort elle utilisa, car il n'y avait pas d'incantation, mais 5 des grands squelettes s'écrasèrent au sol, les tibias brisés. Maître, la pluie commençait à faiblir lorsque j'entendis la voix de Tama approcher. Son épée magique rougeoyait tandis qu'elle tranchait les squelettes qui lui barraient la route. Elle semblait utiliser l'effet étourdissement léger sur les squelettes, car leur résistance aux lames était élevée. Tama était suivie de près par Pochi, qui portait Mia sur son épaule. Crée le marais Sokonashi Numa. Tandis que Pochi la soutenait, Mia agita son bâton. La pluie qui frappait le sable tourbillonna, formant un marécage sans fond qui engloutit les squelettes qui les poursuivaient. Réussi? Bravo à vous trois. Tout en félicitant Tama et les 2 autres, j'utilisais mon menu magique. Je m'occupe du reste. Mon sort d'étourdissement à distance s'abattit sur les squelettes qui avaient évité le marais, réduisant en poussière os et lames. Techniquement, ce sort était censé assommer, mais sa puissance équivalait à celle d'un soldat ordinaire avec une masse d'armes, il était donc très efficace contre les os fragiles. Mia, utilise maintien d'eau, s'il te plaît, cria Arisa en désignant les grands squelettes qui se traînaient à l'aide de leurs bras. Mia hocha la tête et commença le chant. Tama, Pochi, éliminez tous les squelettes que le sort de Mia n'atteint pas. Oui, monsieur. Sur les instructions d'Arisa, Tama et Pochi préparèrent leurs épées magiques et fusillèrent du regard les grands squelettes. Mes compagnons ne portaient pas d'armure aujourd'hui, alors j'ai utilisé enchantement, protection physique sur chacun d'eux. Bon, on dirait que ces 4-là peuvent prendre le relais. Maître, besoin de renfort, je vous en prie, cria Nana, d'ailleurs sous la pluie. Je pensais que Lisa et Nana seraient capables de gérer facilement tous les monstres autour d'elles, mais en me retournant, j'ai vu un serpent squelettique géant poursuivre les 3 aînés. C'était un monstre de niveau 30 appelé « Serpent d'os ». Nana, qui fermait la marche, utilisait ses capacités de fondation pour contenir le serpent, et Lisa protégeait Lulu de front tout en repoussant les autres ennemis qui se mettaient en travers de leur chemin. Même Lulu, au milieu, ne se laissait pas simplement protéger.
Elle criait, certes, mais elle tirait aussi sur un monstre squelette ressemblant à un kangourou appelé « squelette sauteur » avec son pistolet magique. J'étais impressionné qu'elle ait réussi à atteindre sa cible en courant. J'ai sélectionné étourdissement court dans mon menu magique et je l'ai utilisé pour éliminer les squelettes, en commençant par le serpent d'os. Je n'avais pas l'intention de les vaincre, mais ils ont fini par être réduits en poussière. Ensuite, j'ai sorti un grand bouclier du stockage et je l'ai tendu à Nana tandis qu'elle se précipitait vers moi. Maître, je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Maître, merci pour le bouclier, je vous le déclare. Lisa et Nana m'ont confié Lulu, puis ont couru aider les autres à combattre les grands squelettes. Lulu semblait paniquer, alors je l'ai maintenue en place pendant que je demandais au golem épouvantail de préparer le vaisseau pour le départ. De simples tas d'os ne devraient pas fonctionner ensemble, je m'exclame. Bouclier prêt, Nana a utilisé sa compétence « provocation » pour attirer l'attention des monstres. Les 5 grands squelettes avaient fusionné, ne formant plus qu'un seul serpent d'os. La combinaison semblait augmenter leur niveau, qui était passé d'une dizaine à 30. Je ne voulais blesser personne, alors j'ai aussi utilisé enchantement, protection physique sur les filles plus âgées, et je me suis préparé à intervenir au cas où. Bouclier. Nana a combiné son bouclier de fondation et son bouclier physique pour parer l'attaque du serpent d'os. Puis la magie de l'eau de Mia est entrée en jeu. Mizu Shibaru, maintien d'eau. La pluie frappant le corps du serpent d'os s'est fondue en tentacules aquatiques, enveloppant le monstre et le maintenant en place. À mon tour, pile dimensionnelle. Une fois le serpent d'os immobilisé, la magie d'Arisa a créé des pôles invisibles qui ont transpercé la créature, la clouant au sol. Bien joué, a crié Lisa. Tama, Pochi, visez le cœur. Oui, monsieur. Bien reçu, monsieur. Lisa, à son tour, s'est avancée pour attaquer le serpent de front. Tama et Pochi attaquèrent le noyau rougeoyant de chaque côté, mais les os se transformèrent pour le défendre, puis tirèrent sur eux des fragments d'os semblables à des balles. Ouah, n'attaquez pas autant, monsieur. Tama réussit à esquiver tous les os, mais Pochi n'eut pas cette chance et finit par retomber sur un rocher proche. Son enchantement, protection physique menaçait de se briser, alors je le relançai aussitôt. C'est l'âge de se fendre en deux, je le déclare. La tête du serpent d'os s'était fendue en deux, une moitié attaquant Lisa, l'autre Nana. Lisa se retourna pour esquiver le coup de tête et s'écroula sur le sable. Ah, prends ça. Une partie de la queue du serpent s'était approchée furtivement de Lulu, mais elle l'abattit avec son pistolet magique. Les 2 magiciennes, Arisa et Mia, étaient trop occupées à maintenir le serpent prisonnier pour faire quoi que ce soit d'autre. Au lance magique, sens mon sang brûlant. Lisa se leva, soulevant du sable, et se mit à marmonner étrangement, sa lance à la main. Passe à travers mon bras et rassemble-moi à ta pointe de lance. Le corps de Lisa laissa échapper une faible lueur rouge, et les motifs de la lance magique pulsèrent d'une lumière rouge. Avance, lame magique. Avec ce dernier cri, la lumière de la lance se concentra à la pointe, se transformant en la lueur rouge vive de lame magique. Lisa chargea le serpent d'os, laissant une traînée de lumière rouge telle une comète. Grâce à ses compétences, clin d'œil, et renforcement corporel, Lisa se déplaça bien plus vite que la dispersion des balles d'os du serpent, laissant un jet de sable dans son sillage tandis qu'elle bondissait vers le cœur du serpent d'os. Le monstre tenta de la contrer d'un coup de tête, mais... Pas question, la fougueuse magie spatiale d'Arisa le bloqua. Va-t'en, bête d'os. La lame magique de Lisa transperça le crâne du serpent d'os, la magie débordante le brisant en morceaux. Voilà ce mouvement légendaire. Génial. Arisa et Mia encensèrent la lame magique de Lisa. De toute évidence, le chant de Lisa, aux accents de roman de fantaisie, était en réalité une incantation de concentration spirituelle enseignée par l'elfe Gurgapoya, son maître de lance. Invoquer délibérément lame magique pouvait être difficile en apprentissage, il suggéra donc d'utiliser des mots-clés comme cela pour l'activer. Mademoiselle Lisa, attention, cria Lulu. L'autre tête du serpent se dirigeait droit sur elle. Ne te laisse pas distraire, je te préviens. Nana lança une lance de la fondation sur le crâne, utilisant provocation pour détourner l'attention de Lisa. Pochi, comprenant que le serpent n'était plus concentré sur eux, Tama appela Pochi. Chargé, monsieur, utilisant les compétences renforcement corporel et clignement des yeux, Pochi s'élança à une vitesse incroyable depuis l'angle mort du serpent d'os pour transpercer l'os qui protégeait son cœur. Les éclats d'os volèrent sur la plage, et Tama esquiva parmi eux comme une ombre. Maintenant, Tama, monsieur. Perdant son élan, Pochi cria à Tama. Nuon. Tama sauta par-dessus le dos de Pochi, se faufilant à travers les interstices du corps du serpent d'os pour atteindre directement le cœur. Pierre miaou. Sur ce cri moqueur,
Tama déversa de la magie dans la pierre sacrée, et un pilier de lumière blanc bleuté enveloppa le noyau rougeoyant. SHISSHAAH. Le serpent d'os laissa échapper un rugissement de colère face à cette attaque inattendue. Vous êtes à découvert, je vous le signale. Le grand bouclier de Nana s'écrasa sur la mâchoire ouverte du serpent d'os, et la lame magique de Lisa lui transperça le cou. Décapité et cœur purifié, le serpent d'os se décomposa en squelette plus petit. Achevez-le, Cory de glace. La magie spatiale d'Arisa et la magie spirituelle de Mia portèrent le coup de grâce au squelette restant. Bon travail, on fera une pause une fois de retour au vaisseau. Je ramenai tout le monde vers notre vaisseau en félicitant leur travail d'équipe. Maître, les vaisseaux fantômes arrivent par ici. Sentant un changement, Lisa m'alerte. De toute évidence, vaincre le serpent d'os avait attiré l'attention des vaisseaux sur nous. Ne vous inquiétez pas, Lisa. Une fois au large, je pourrais utiliser ma magie d'attaque intermédiaire pour les anéantir d'un seul coup. Si je le faisais ici, je risquais de détruire accidentellement la roche citée du tombeau du peuple Nonoli. Maître, nous sommes prêts au départ, je vous informe. Bien, levons les voiles. Le moteur à puissance céleste rugit et notre navire s'envola. La pluie, passée d'une rafale intense à une averse moyenne, s'était calmée, mais le vent était devenu beaucoup plus fort et plus violent. Dôme, approchez. Un dôme transparent recouvrait le gouvernail et les autres sièges du pont. C'était un puissant dôme défensif fabriqué à partir de la cornée du poisson monstre géant Topkezera. Il pouvait même repousser ma boule de feu ou un laser concentré. Des navires? Il y en a des tonnes, monsieur. Tama et Pochi, qui avaient revêtu leur armure et attaché leur ceinture, pointaient frénétiquement le doigt en direction de la roche citée. Les navires fantômes approchaient à travers le rideau de pluie battante, enveloppé de nuages noirs. Il était difficile d'y voir clair sous la pluie, mais les silhouettes des navires allaient du petit voilier à la galère. Gros, ils sont plutôt rapides. Mia et Lulu tremblaient en regardant les navires fantômes arriver. Maître, dois-je produire des boucliers flexibles? Je demande. Je pense pouvoir en ralentir un ou deux. Ce n'est pas grave, ai-je rassuré Nana et Arisa. J'appréciais leur proposition, mais nous étions en bonne voie pour maintenir une distance de sécurité parfaite entre nous. Maître, permettez-moi au moins de monter la garde depuis la poupe. Non, vous pourriez tomber. Lisa, qui avait revêtu son armure, semblait impatiente elle aussi, mais je secouais la tête. Peut-être à cause des fortes pluies ou de l'apparition des navires fantômes, la mer autrefois calme devenait de plus en plus houleuse. Si quelqu'un tombait là-dedans, il pourrait se noyer en quelques secondes. D'ailleurs, je m'occupe du reste. Restez ici et observez. Je souris à tout le monde, puis j'utilisais course aérienne pour décoller de la dunette. Le golem de proue devrait pouvoir diriger le navire. Waouh, ce sont vraiment des navires fantômes, c'est sûr. En m'approchant, je distinguais les navires plus clairement. Ils n'étaient pas seulement de tailles différentes, ils venaient aussi de lieux et d'époques différents. Tous les navires fantômes de la flotte avaient des voiles en lambeaux, et certains avaient même des mâts brisés ou d'énormes trous sur les flancs. Ils étaient tous suivis d'un nuage noir, donnant l'illusion d'être brûlés par un coup de canon direct. Leur seul point commun était de flotter dans le ciel et d'être tous commandés par des fantômes ou des squelettes armés de coutelas rouillés. C'était une scène fantastique, un peu trop horrifique à mon goût. Okwabituga, sous le bruit de la pluie et du vent cinglant, j'entendis une voix hurlante. Plus grand que compétence acquise, langage sacré. L'inflexion était similaire à celle du langage ancien, mais apparemment, ce n'était pas la même. J'ai rapidement investi des points de compétence dans langage sacré et les activé. Sur la carte, je pouvais voir que l'état de mes camarades était passé à peur. Ce cri devait avoir un effet similaire au rugissement du dragon noir. Je me sentais mal pour eux, mais je devrais probablement d'abord gérer cette situation. Plus petit que vous, bande de cupides qui osez viser l'île flottante des dieux, l'Alaki, tant qu'il y aura de la lumière dans ses yeux, moi, le roi squelette, je ne vous livrerai jamais la clé de l'Alaki. Plus grand que, cria le capitaine squelette barbu du plus grand vaisseau fantôme depuis le pont. Vous n'êtes pas mort, au fait? Plus petit que vous vous méprenez. La clé de l'Alaki nous importe peu. Plus grand que, par mesure de sécurité, je la cherchais dans mon stockage et sur la carte, mais elle semblait introuvable. Plus petit que n'importe quel voleur dirait la même chose. Mais vous devrez répondre au roi squelette, compagnon de la dernière reine de l'Alaki. Plus grand que, le roi squelette brandit une rapière rouge foncée, et tous les vaisseaux fantômes se tournèrent vers moi. Plus petit que Fir, plus grand que, boum. Les vaisseaux fantômes me tirèrent dessus dans un bruit sourd et des nuages de fumée noire. Des boulets de canon fusèrent vers moi, flamboyants de flammes noires. Mes boucliers flexibles ou les défenses du vaisseau pourraient probablement les repousser, mais inutile de mettre tout le monde en danger. Au lieu de cela, je me suis transformé en héros et j'ai sorti l'épée sacrée Clédiam celui. Plus petit que Danse, plus grand que Clédiam celui.
Sur mon ordre, l'épée sacrée s'est transformée en 13 lames et a commencé à contre-attaquer les canons. Plus petit que quelle impudence pour un misérable voleur. En avant, armé de morts-vivants. Emmenez ces voleurs dans l'autre monde comme vos camarades. Plus grand que, en entendant les paroles du roi squelette, j'ai enfin compris. Les vaisseaux fantômes étaient tous différents car ils étaient à l'image des victimes du roi squelette. Cela expliquait pourquoi les tenues des équipages allaient de celles des laquais pirates à celles des uniformes de la marine. Les vaisseaux fantômes attaquaient sur ordre du roi squelette. Ils étaient menés par d'anciens navires pirates, dont la proue était équipée d'éperons navals. Les fantômes capables de voler s'envolèrent comme des avions embarqués, et les soldats squelettes sur le pont commencèrent à tirer à l'arc et à la carabine. AWOWN. Les cris des squelettes résonnèrent dans le ciel orageux. Leurs paroles étaient dénuées de sens. Après une brève prière silencieuse pour leurs âmes, je baissai la main. Danse, Clédiam Solui, fais reposer les morts. Mes paroles, légèrement théâtrales, se dispersèrent dans le vent. Les lames de mon épée sacrée laissèrent échapper une vive lumière bleutée tandis qu'elles filaient comme des missiles air guidés tirés d'un certain anime Mecha. WHOOSH. Clédiam Solui atteignit le premier des vaisseaux fantômes. Les nuages noirs du vaisseau fantôme et la lueur bleue de Clédiam Solui s'affrontèrent un instant, mais cette dernière l'emporta rapidement. Lorsque l'éclair s'éteignit, le vaisseau fantôme disparut, ne laissant derrière lui que des cendres blanches tombant au milieu de la pluie et des rafales. Dans le ciel orageux, la même scène se déroulait. Un à un, les vaisseaux fantômes se réduisirent en cendres, avec leurs équipages squelettiques, et disparurent. J'ai cru entendre les squelettes soupirer de soulagement en disparaissant, mais c'était peut-être mon imagination. Impossible. Comment oses-tu détruire mes troupes d'élite avec une telle facilité ? Hurla le roi squelette de rage tandis que sa flotte fantôme disparaissait. Ses manières pompeuses me rappelaient le démon noir de jet des enfers majeurs que j'avais rencontré à Serious City. Plus petit que tiens bon. C'est bientôt ton tour. Plus grand que, plus petit que quelle insolence. Tu es peut-être avec tête de chien ? Alors détruire les îles et les châteaux flottants accordés par les dieux n'a pas suffi à apaiser ta soif de sang. Tu as aussi dirigé ta main vers l'Alaki, caché sous les mers. Plus grand que, je n'avais aucune idée de ce que le roi squelette voulait dire à ce moment-là. Plus petit que je ne le permettrai pas. L'Alaki retournera un jour dans les cieux, détruira les faux rois qui sévissent sur terre et régnera à nouveau sur le monde. Je l'ai juré à ma femme sur son lit de mort. Pour une raison inconnue, le roi squelette fixait les nuages noirs tourbillonnants. J'avais cru qu'il me parlait, mais il semblait plutôt crier à quelqu'un d'autre dans ses souvenirs. Plus petit que, et je tiendrai cette promesse, peu importe qui ou quoi je dois sacrifier pour y parvenir. Plus grand que, tout cela semblait grandiose, mais aussi peut-être un peu fou. La domination du monde était le genre d'objectif qui ne devrait apparaître que dans les contes pour enfants. Alors que je résistais à l'envie de lever les yeux au ciel, mon épée sacrée revint après avoir balayé la flotte fantôme. Il ne restait plus que le vaisseau amiral du roi squelette. Plus petit que réserver ce genre d'ambition aux vivants, s'il vous plaît. Plus grand que, j'avais un mauvais pressentiment, alors j'ai marqué le roi squelette et son vaisseau. Si une conversation était possible, je préférais régler les choses par des mots plutôt que de tenter de nous entretuer, mais... Plus petit que insensé vermine. Ressens la colère du canon magique que les dieux m'ont accordé. Plus grand que, la proue du vaisseau fantôme s'ouvrit, révélant un canon géant. Des particules de lumière rouge commencèrent à s'accumuler à sa bouche. De toute évidence, ce type voulait me tuer. La lumière rouge commença à former une ligne conductrice rectiligne. Ce canon magique devait avoir la même séquence de tir que le petit canon magique que j'avais testé auparavant. Plus petit que trembler de peur, vert rampant, plus grand que, des cercles magiques commencèrent à apparaître autour de la ligne rouge. Ouais, je ne vais pas laisser cette chose tirer comme ça. Je l'aurais laissé partir s'il avait été inoffensif, mais avoir un vaisseau fantôme qui nous en veut et qui rôde serait mauvais pour ma santé mentale. De la réserve, j'ai produit une balle sacrée surchargée de puissance magique, puis je l'ai lancée de toutes mes forces vers le canon magique. Un éclair bleu a évaporé les gouttes de pluie alentour, transperçant le canon magique et le vaisseau fantôme lui-même. Le vaisseau a explosé, laissant derrière lui quelques anneaux de poussière noire. Était-ce du gaspillage d'utiliser une balle sacrée alors que quelques-unes pouvaient tuer un seigneur démon ? En quelques instants, la pluie s'est calmée et les nuages ont commencé à se disperser. Le roi squelette semblait être la cause de la tempête. Une voix sombre m'a parlé depuis les profondeurs de la mer. Vermine stupide, non, démon qui ose me faire du mal et se cacher du monde des esprits. Je ramènerai l'Alaki aux cieux, même si tu te dresses sur mon chemin. Peu importe ce que je dois offrir en échange. Comme je le soupçonnais, le roi squelette avait plus d'un tour dans son sac. D'après mon marqueur, il se trouvait désormais dans le monde des esprits. Il avait dû utiliser le passage du monde des esprits, que lui et les vaisseaux fantômes possédaient.
Il ne lui restait quasiment plus aucun point de vie. Il avait dû fuir vers ce monde des esprits quelques instants avant que l'attaque ne le tue. Le marqueur que j'avais attaché au vaisseau fantôme avait disparu, donc je l'avais au moins détruit. J'ai cherché la source de la voix. Si je l'entendais, il devait y avoir une porte vers le monde des esprits quelque part. Retrouvons-nous, ailleurs dans le temps. Finissant son monologue, la présence du roi squelette s'évanouit complètement, laissant l'écho d'un rire menaçant. Je n'ai pas réussi à trouver la porte, mais mon sens du danger était en alerte maximale pour ce type. Si on se revoyait, je m'en débarrasserais sans poser de questions. Il fallait affronter ce genre de type avant de se retrouver face à un adversaire fatal.